est un peu coincé. C'est comme le chinois. Gilles, oui, le whisky. Quatre ambassadeurs, c'est du whisky. Ah oui, comme au Caractère. Au Caractère, à minuit, on avait le whisky. C'est Pierre de Boisseau qui l'avait fait. Non, parce que j'ai pris vos bouquins. J'ai pris vos bouquins pour vous les faire. Pour me les signer. Non, facile à le prendre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cet événement exceptionnel. On est très, très heureux et très fiers d'avoir réussi à réunir 4 figures de l'envergure. Je vais le présenter plus longuement, mais voilà, on est très émus. Nous sommes dans un cadre un peu particulier parce que normalement nos événements sont le mardi et ils durent 1 heure. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le mercredi et on a un peu plus de temps. On aura même un moment pour des questions du public, donc il ne faut pas s'habituer, mais il y aura aussi ça. Et nous sommes très heureux d'être ici ce soir parce qu'au fond, je pense qu'il y a quelque chose qui réunit ces 4 grands diplomates français. C'est qu'ils ont tous les 4 essayé de faire œuvre de diplomatie, faire œuvre de diplomate et de diplomatie, en fait, au sens premier. Ils ont fait de leur expérience, de leur manière d'être diplomate aussi une œuvre écrite. Et on voulait essayer de les interroger moins sur des objets qui sont usuels, Poutine, Xi Jinping, le monde en guerre, évidemment, qui sont un peu le grand contexte de cette conversation, mais vraiment revenir à cette interrogation fondamentale, c'est-à-dire pourquoi et comment on écrit aujourd'hui la diplomatie. Il y a évidemment une longue histoire de relation entre les lettres et la diplomatie. Parfois, elle croise les coordonnements supérieurs, donc là, on trouve effectivement des formes très accomplies, parfois non, mais ce n'est pas grave. On peut aller de Chateaubriand en passant par Claudel, de Saint-Jean-de-Perse à Romain Gary. En fait, une des questions qui va animer cette table ronde, c'est aussi d'essayer de voir quelles sont les références, quels sont les hypotextes, les points en fait, d'ancrage dans les lettres françaises internationales qui vous ont permis de faire ce travail. Évidemment, nous sommes aussi dans un moment dans lequel montrer qu'on peut faire œuvre de diplomate ne va pas de soi. Et donc, évidemment, c'est aussi ça, une des interrogations qui seront un peu au cœur de cet échange. C'est évidemment un panel stratosphérique, stellaire. Je n'ai pas assez d'adjectifs pour présenter aujourd'hui nos invités. Nous avons 4 ambassadeurs de France. Ce sont 4 personnes que, d'ailleurs, ce sont les éléments de langage préparés à Pierre Hamon, mais qu'on partage, nous estimons réellement. Nous avons souvent sollicité pour des entretiens, pour des événements. Donc, nous sommes très heureux, effectivement, qu'ils nous fassent l'amitié d'être tous les 4 unis. Je pense que c'est la première fois, mais peut-être c'est pas le cas, en tout cas, dans ce format-là. Évidemment, une autre chose les réunit, c'est que tous les 4 ont publié chez le même éditeur, Talendier. Nous sommes très heureux, effectivement, aujourd'hui de pouvoir le réunir. Et on remercie Isabelle Bouche et le président Xavier de Bartilla, que je vois au premier rang, de leur présence. Donc je vous avais promis une présentation. Je vais le faire, mais je vais me concentrer sur la partie littéraire, sur l'œuvre, et pas sur l'œuvre diplomatique, sur l'œuvre écrite. En commençant, non pas par ordre protocolaire, mais par nombre d'ouvrages parus chez Talendier. Je précise. Et en fait, il se trouve que cet ordre nous permet quand même de commencer par Gérard Haro. Donc, vous avez été ambassadeur de France en Israël de 2003 à 2006 et à Washington de 2014 à 2019 et représentant permanent de la France aux Nations Unies de 2009 à 2014. Et vous avez publié chez Talendier Les Sons de diplomatie, la France face au monde qui vient, et aussi le Kissinger. Le Kissinger, il n'est pas dans l'affiche. Sylvie Berman, donc vous étiez ambassadeur de France en Chine. Il y a un 4e ? Oui, nous étions 5. Ah, nous étions... Il y a 5 4 6. Bon, en fait, on avait prévu de faire... Mon rêve, c'est toujours été d'être un peu le pivot. Donc, on avait prévu tous les ouvrages, mais on a préféré vous les montrer. Mais ils sont tous là et on peut les toucher si ça vous intéresse à la fois. Sylvie Berman, ambassadeur de France en Chine de 2011 à 2014, au Royaume-Uni de 2014 à 2017 et en Russie de 2017 à 2019. Donc vous avez signé 2 livres chez Talendier, L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite,
qui est la suite de Madame l'ambassadeur, qui était plus strictement un livre de mémoire, enfin en tout cas avec une expérience diplomatique plus évidente. Philippe Etienne. Donc là, Philippe Etienne et Pierre Lévy, vous avez tous les deux un seul ouvrage, mais je commence par Philippe Etienne parce que... Pierre l'a publié d'abord. Non, mais je précise qu'il y a quand même un autre critère qui entre en jeu, c'est le nombre de publications chez Thénardier et aussi la proximité vis-à-vis de l'école normale supérieure. Donc c'est pour ça que voilà. Et l'ordre alphabétique. Et l'ordre alphabétique. C'est ça. Donc, ambassadeur de France en Allemagne, de 2014 à 2017, et aux États-Unis de 2019 à 2023. Vous êtes conseiller diplomatique pour la République de 2017 à 2019. Et vous êtes d'ailleurs, en ce moment même, titulaire de la chaire diplomatie du programme d'études démocratiques, ici même à l'École normale supérieure. Vous avez signé, vous venez de faire paraître, c'est tout frais, le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. Et enfin, Pierre Lévy, ambassadeur de France en République tchèque de 2010 à 2013, en Pologne de 2016 à 2019 et en Russie de 2020 à 2024. Et vous avez fait paraître cette année, à la rentrée, enfin un peu, je crois, au mois d'octobre, Au cœur de la Russie en guerre, récit de l'ambassadeur de France, et d'ailleurs dont nous avons parlé récemment dans un mardi. Donc, rien qu'avec ces quelques éléments de présentation, on est face effectivement en réalité à l'histoire de la diplomatie en train de se faire, de la diplomatie française, européenne et mondiale en train de se faire. Et en suivant cet ordre protocolaire très clairement défini, au fond, je vous poserai à toutes et à tous la même question, c'est quels sont les modèles que vous avez à l'esprit quand vous écrivez ? Est-ce qu'il y a des textes en particulier qui vous ont travaillé ou auxquels vous espérez en fait arriver par votre travail et peut-être en commençant par Gérard Araud, donc votre œuvre écrite est à l'image de votre œuvre diplomatique aussi parce qu'elle est très diverse. Vous avez à la fois des mémoires, en fait des textes qui paraissent effectivement plus proches du témoignage réfléchi. Vous avez aussi des essais historiques. Et parfois, vous entremêlez d'ailleurs les deux genres, entre Chateaubriand et La Rochefoucauld. Donc, peut-être Tacite. Enfin, en tout cas, voilà, c'est à vous de défendre vos modèles. Et on a le temps, donc n'hésitez pas effectivement à développer votre analyse de comment vous faites œuvre de diplomate. Gilles, c'est extrêmement imprudent de me dire vous avez le temps. Hein. Là, vraiment, car je suis assez mauvais en ce qui concerne la concision des réponses. J'adore écrire. Écrire est pour moi vraiment un plaisir quasiment physique. Et d'ailleurs, en général, lorsqu'on devient ambassadeur, on n'écrit pas beaucoup. Hein. Il y a les jeunes diplomates qui écrivent des télégrammes. Moi, j'ai toujours tenu à écrire, à continuer d'écrire, alors que j'étais l'ambassadeur, parce que j'aime ça. Voilà, j'aime ça. Mon modèle, ça serait le maréchal Foch, un sujet, un verbe, un complément. Voilà. Pour moi, il est très très important d'écrire de manière très claire et de manière très logique. Je partage avec Philippe le même vice. Nous avons une formation scientifique et lorsqu'un diplomate venait m'apporter un papier où c'était A implique C, je lui disais non. A implique B implique C. Donc vous allez me réécrire de telle sorte qu'on voit clairement A, B, C. Donc pour moi, l'écriture, c'est essentiellement, quand j'étais en poste, c'était les fameux télégrammes diplomatiques, éventuellement, mais on n'en fait quasiment plus, aussi des rapports un peu plus longs. Et donc, pour moi, il fallait que ce soit très clair. Et sujet, verbe, complément, je me rappelle encore un jour, j'étais à Tel Aviv et j'avais à côté le bureau de mon numéro 2 qui était d'une insolence absolue. Et un jeune diplomate m'amène un télégramme et j'entends la voix tonitruante de Michel Miraillet, mon adjoint, qui dit « Est-ce que tu as enlevé tous les adverbes ?» Parce que je déteste les adverbes. Donc c'était connu qu'il ne fallait pas... C'est vrai quand même, le ministre déclare clairement. S'il a déclaré, on ne va pas mettre clairement, parce que ça voudrait dire qu'il pourrait ne pas être clair. C'est une insolence. Donc on supprime tout ça, il faut que ce soit court, et il faut surtout ne pas faire de littérature. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous avez des jeunes diplomates qui, évidemment, eux, ont lu Chateaubriand et veulent faire de la littérature. Et en rajoutent. Alors, soit ils utilisent des mots rares, soit des expressions « toujours est-il que »,« encore faudrait-il que ». Ça, je supprimais, sujet, verbe, complément, pas d'adverbe. Et il faut que ce soit clair.
Voilà, la clarté pour moi était l'élément le plus important. Et vous écrivez, quand vous êtes en poste, en connaissant les préjugés de Paris et en sachant que de toute façon, Paris n'a pas le temps de vous lire. Donc il faut déjà se dire que si vous voulez faire passer une idée, il faut envoyer au moins 5 fois l'idée, parce qu'il y a 4 fois que personne ne la lira. Donc vous êtes obligé de vous répéter. Et ensuite, vous connaissez les préjugés en face. Donc il ne faut pas y aller franco de port, parce que là, vous allez vous heurter au mur du préjugé du Quai d'Orsay. Et Dieu sait si le Quai d'Orsay a des préjugés. Donc il faut contourner. Quand vous avez une idée qui n'est pas exactement dans l'horizon du Quai d'Orsay, il faut y aller un petit peu discrètement, l'air de rien. Donc voilà, il y a toute une stratégie de l'écriture quand vous êtes un diplomate, mais je crains que ce ne soit pas une stratégie littéraire, mais que ce soit surtout une stratégie de faire passer vos idées, essayer vraiment d'être pédagogique, et surtout en tenant compte du fait que la personne en face de vous n'a pas beaucoup de temps et il lira en diagonale votre télégramme. Et ces postulats pour vous restent aujourd'hui Moi, aujourd'hui, il se trouve que j'écris une chronique hebdomadaire de politique étrangère dans Le Point, et j'ai découvert avec plaisir que ça avait à peu près la longueur d'un télégramme. Et donc, je m'assois devant mon télégramme, donc, et ensuite, j'appuie sur le bouton et ça sort. Et en général, à la fin, j'ai mes 5000 signes, c'est à peu près la longueur d'un télégramme. Donc, vous savez, pendant 40 ans, vous avez fait des télégrammes. Ensuite, vous êtes un peu une bête à télégramme. Donc, évidemment, après, pour écrire un livre, c'est un peu plus long qu'un télégramme. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il faut se forcer à ne pas être concis. Parce que ça, c'est très important aussi, la concision. Il faut donc se forcer à ne pas être concis, développer un peu des idées, mais reste, et je vais m'arrêter là, reste vraiment pour moi le plaisir quasiment physique d'écrire. Et on m'a souvent dit, vous pensez bien que pour lire, avec tout le respect que je porte à Talandier, que si je voulais vraiment faire fortune, je devrais plutôt écrire en anglais. Et j'ai essayé d'écrire en anglais, mais d'abord c'est un peu plus compliqué, mais je ne ressens aucun plaisir. Je ne ressens absolument aucun plaisir, ça devient vraiment un devoir, et donc j'y ai évidemment renoncé. Et puis en plus j'ai découvert ChatGPT récemment, et donc ça a résolu ce problème. Et peut-être... si vous pouvez à la fois donner des modèles de qu'est-ce qu'une note, une bonne note, un bon télégramme, est-ce qu'il y a des modèles internes, ok, on dit ça c'est le modèle exact, et aussi quel est le modèle en fait qui vous a permis de faire cette transition, à passer des 5000 signes aux 250 000 de... 450 000. 450 000 me dit-on là, au premier rang. Non, le meilleur modèle, c'est, comme je disais, avec toute la modestie qui me caractérise à mes jeunes diplomates, c'est regarder ce qu'écrit votre ambassadeur. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de mieux. C'est vraiment... N'importe quel ambassadeur ? Comment ? C'est n'importe quel ambassadeur, donc. Ah, oui, si vous voulez faire carrière, c'est plutôt votre ambassadeur. C'est n'importe quel ambassadeur. C'est vraiment, vraiment. Vous pensez bien qu'on n'est pas arrivé à ce poste-là sans faire des concessions, y compris littéraires. Non, il n'y a pas de. Vous savez, nous sommes tous les 4. Je pense, on va se dire qu'on a été de bons ambassadeurs. En tout cas, c'est la manière dont le Quai d'Orsay nous a reconnus. Et nous sommes 4 personnalités totalement différentes. Et être la diplomatie, c'est vous projeter, c'est donc projeter vos qualités et vos défauts. C'est donc jouer des premières et essayer de contenir les seconds. Et évidemment, nous sommes 4 personnalités différentes et on peut être 2 ambassadeurs qui se succèdent, comme nous avons été 2 ambassadeurs qui nous sommes succédés à Washington, et nous sommes totalement différents. Et succéder, nous sommes totalement différents, et je suis convaincu que nous avons été d'excellents ambassadeurs. Mais voilà, c'est un peu, souvent je dis, c'est un peu une profession libérale, être l'ambassadeur. Donc voilà, on s'invente.
Voilà, on arrive et on se dit, bon, voilà, moi je suis méditerranéen, vous l'avez peut-être remarqué, je vais en jouer. Je vais en jouer. Mais il y a d'autres aspects où je sais que j'ai des défauts quand même et je vais essayer de les contenir. Donc il n'y a pas de modèle de diplomate. Vous savez, le modèle où tout le monde dit le personnage un peu caricatural à la Talleyrand en disant c'est ça un vrai diplomate, ça n'a absolument aucun sens. Chacun peut être un bon diplomate. Beaucoup de questions, mais je pense que ça a été intéressant de continuer le tour de table pour revenir à tout cela. Sylvie Berman, à peu près la même question. Comment vous faites œuvre de diplomate? Qu'est-ce quoi vos modèles? Quel est le type d'écriture que vous avez apprise ou peut-être vous avez dû réapprendre, vous projetant dans la publication? Vous êtes passé d'ailleurs vous-même de l'écrit plus mémoire à l'écrit plus, disons, de prise de recul analytique avec une ambition aussi conceptuelle. Donc comment on fait ça et quels sont vos modèles? Oui, moi j'avais envie de témoigner et... Non, moi c'était une envie de témoigner, de transmettre également. En réalité, je suis plus paresseuse que Gérard, même si j'aime bien écrire, et j'ai toujours eu envie d'écrire. Alors comme notre génération évidemment était un peu différente, je ne savais pas que je serais ambassadeur quand j'étais, je sais plus, en 5e et en 6e, et on m'a demandé quelle profession je voudrais avoir. Et j'avais dit que de toute façon, je voulais une profession qui me permettrait d'écrire. Et on m'a répondu, comme j'étais une femme, dactylo alors. Bon, les temps ont bien changé. D'abord, un mot sur l'écriture de Gérard. Ce qui m'a frappé, c'est que ces télégrammes, effectivement, étaient très concis. Ils étaient lus et je savais effectivement qu'il fallait bannir à tout prix les adverbes. Et j'ai constaté qu'au fil de son écriture, il avait rajouté quelques adverbes et des phrases bien tournées, en tout cas dans ses livres, que j'apprécie beaucoup également. Mais effectivement, c'est un exercice un peu différent. Moi, j'ai été passionnée par la littérature et je sais que vous avez lu mes ouvrages et je me réfère finalement à de grands écrivains. Alors, moins pour m'inspirer de leur écriture, parce que je n'ai pas cette présomption, bien évidemment. Vous référez notamment à Pierre Loti. Non, mais Pierre Loti est effectivement les écrivains voyageurs. Parce que, par exemple, Paul Morand, je trouve que, il est ce qu'il est sur le plan personnel, historique. C'est un écrivain extraordinaire. Et j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Londres. Et sa description qui est à la fois la description d'une ville, d'un esprit des lieux, de l'ère du temps, je trouve que c'est extraordinaire. Je pense également à Joseph Kessel. Et effectivement, comme j'ai passé ma vie au bout du monde, j'ai été très, très marquée par ces écrivains. Également les grands écrivains. Et puis comme des références, par exemple, évidemment Thucydide, la guerre du Péloponnèse, le piège de Thucydide, mais également le dialogue entre les Méliens et les Athéniens qui est très utile aujourd'hui avec les rapports de force qui l'emportent effectivement sur le droit et sur la relation entre le faible et le fort. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'expliquer ce qu'est ce métier à des gens qui ne le connaissent pas, parce qu'on a l'impression que la diplomatie, et on nous dit ça souvent, mais à quoi ça sert d'avoir un ambassadeur? Les ministres se téléphonent, les présidents également. La diplomatie, c'est pas un jour par an ou un jour par mois, c'est tous les jours. On est la voix, le visage de notre pays. Et c'est important d'intervenir dans tous les cercles. J'ai été aussi dans la diplomatie multilatérale à Bruxelles, à New York. C'est évidemment de nature différente puisqu'on négocie des textes. Donc là, c'est pas de l'écriture parce que c'est vraiment ce qu'on appelle le broken English. Et il y a une centaine de mots à connaître. Dans un poste bilatéral, c'est un petit peu différent. Il y a évidemment tous les contacts, il y a la défense des intérêts de la France dans le domaine économique, culturel, scientifique, diplomatique, etc. Mais c'est là qu'effectivement, en fonction de notre goût, on a des approches un petit peu différentes. J'ai rencontré dans tous les pays où j'ai été tous les grands écrivains, les artistes, mais également les écrivains avec lesquels j'ai véritablement établi des liens. Et je pense que finalement, ce sont eux
qui transcrivent le mieux la réalité politique et sociale. Bon, je pense en particulier, et puis alors évidemment quand je dis ça, le nom m'échappe, l'écrivain britannique sur le Brexit et toute l'histoire. Jonathan Coe. Pardon ? Jonathan Coe. Jonathan Coe, que je connais très bien, que j'ai eu l'occasion de revivre. Si vous lisez ses livres, vous comprenez absolument le Brexit. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres écrivains aussi. Et c'est justement l'intérêt, c'est dans un pays où les relations peuvent être un peu compliquées, même si c'était plus facile pour moi qu'à l'époque de Pierre qui m'a succédé. Eh bien, vous pouvez justement, par le biais d'une diplomatie culturelle ou scientifique, avoir des relations d'excellence dans tel ou tel pays. Et une des questions qui effectivement vient un peu évidemment à l'esprit, c'est est-ce que ça sert la littérature pour faire ce que vous faites aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des références littéraires qui vous donnent le goût de l'écriture, de la compréhension de ce monde qui en fait est très différent de... Non, mais je les ai évoqués. C'est à la fois ces écrivains, voyageurs, effectivement. Je parlais de Thucydide, mais c'est autre chose. Mais vous avez également Grossman sur le système carcéral soviétique, puis même russe aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement très révélateur. Maintenant, vous avez aussi bien dans Tchekhov, Dostoïevski, et cette idée du malheur russe, de l'approche des Russes. Par exemple, moi, j'avais rencontré un grand universitaire, un grand professeur de l'université de Saint-Pétersbourg, qui a eu entre autres la Légion d'honneur, qui était fasciné par Napoléon et qui, chaque année, reproduisait avec ses généraux la bataille de Borodino. Et la dernière fois une passion pour la littérature française, pour la culture, pour l'histoire, il était incollable. Et puis, quelques jours après la bataille de Borodino, je vois une dépêche TASS disant un grand universitaire de Saint-Pétersbourg a été retrouvé dans le canal de la Moïka avec un sac à dos, et dans le sac à dos, des membres d'une jeune femme. Et bon, c'est horrible, mais on se dit, on est dans Dostoïevski. Et c'est vrai qu'il y a des cas de violence comme ça en Russie, et donc ça apprend beaucoup. Et pour Tchekhov et Oblomov aussi, 24 heures dans la vie d'Oblomov, c'est le côté velléitaire des Russes, effectivement, qui se disent, comme dans Les Trois Sœurs, dans 200 ans, la vie sera bien meilleure, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ? Elles rêvent de Moscou, mais à aucun moment elles ne prennent l'initiative d'aller à Moscou. Quant à Oblomov, c'est un gérant allemand qui s'occupe de sa propriété. Il n'a même pas le courage d'établir des relations avec la femme qu'il aime et qui l'aime. Et il laisse passer sa vie comme ça. Et je trouve qu'on parle de l'oblomovisme en Russie, que c'est effectivement une mentalité. Là aussi, j'aurais beaucoup de questions, mais je vous invite à continuer notre tour de table. Philippe Etienne, dans votre Sherpa qui vient de paraître, d'ailleurs vous évoquez votre histoire ici dans ces murs à l'école. Vous parlez même de votre passion pour le polonais et la vodka. Et d'ailleurs, on a un verre de vodka. Vous avez un verre de vodka devant vous pour rappeler les... Est-ce que c'est de la Vyborova ? Avec une feuille, c'est le fil d'herbe. Non, ça c'est la Zubrovka. Voilà, donc vous avez votre démarrage. Oui, mais ici, comme Gérard l'a rappelé, j'étais scientifique. Et par rapport à ce que Gérard a dit, moi au contraire, j'ai du mal à écrire. Et c'est pour ça que, d'abord, merci Gilles, merci au Grand Continent de nous réunir, parce que c'est vraiment une soirée merveilleuse, et d'être tous ensemble, parce que finalement, on n'est jamais ensemble. Et puis merci à Talandier de m'avoir demandé, fait ce projet d'écriture, parce que moi par rapport à Gérard, j'ai du mal, mais une fois que j'écris, je suis lancé, et alors là, ça nous rassemble comme scientifiques. J'enquiquine tous mes collègues quand j'étais ambassadeur. D'ailleurs, il y en a certains qui se rappellent encore des traumatismes quand je revoyais leurs télégrammes. Et moi, comme Gérard, et ça tient à la formation scientifique, j'aime que ce soit absolument précis, analytique.
Donc, mais j'ai pas cette facilité d'écrire. Et moi, je me souviens quand j'étais à Washington, où j'ai succédé à Gérard, et que la Russie a envahi l'Ukraine il y a 4 ans, il y a des télégrammes que je lisais, j'étais totalement fasciné. Et c'était ceux de notre ambassadeur à Moscou de l'époque, qui est ici, Pierre Lévy. Parce que arriver à écrire des télégrammes d'un tel intérêt dans ces conditions de crise, c'était pour moi vraiment exceptionnel. Et donc, je ne me vois pas comme faisant partie, contrairement à mes collègues ici présents, de ceux qui ont vraiment su produire des télégrammes, mais plutôt comme quelqu'un qui a un peu souffert. Et ce livre, je l'ai écrit, au début, c'était très difficile. Mais après, j'ai adoré. Pourquoi c'était difficile ? Quelle était la difficulté dans... S'y mettre, tout simplement. Peut-être que je pense pas que Sylvie soit paresseuse, peut-être que c'est moi le paresseux. Mais quand j'étais petit, je voulais faire archéologue, moi. Donc, il y a d'ailleurs quelque chose qui, en nous lisant, qui nous rassemble aussi, c'est qu'on a la passion de la diplomatie, mais on a aussi une passion d'autre chose. C'est la passion de l'histoire. Ça, c'est très, très net. Et je pense que c'est très important aussi pour notre métier. Donc on pourra y revenir. Alors les écrivains que moi j'ai en tête, je vais répondre à 2 niveaux. Bien sûr, puisqu'il a été cité, Alexis de Tocqueville est pour moi une référence pour différentes raisons, et Gérard comprendra pourquoi, puisqu'il a été l'un de nos prédécesseurs. L'écrivain auquel je pense tout de suite, c'est Paul Claudel. Et j'ai adoré lire les lettres de Paul Claudel quand il était ambassadeur de France aux États-Unis. Il arrive à la fin des années 20, il voit la grande crise. Et il négocie, d'ailleurs Gérard le rappelle, en parle dans l'un de ses livres, Nous étions seuls, le fait que Claudel négocie pour la France la transaction financière, puisque la France s'était endettée auprès des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et surtout, il est totalement déchaîné contre la prohibition. Et il n'arrête pas d'écrire à Paris des libelles enflammés en disant que la prohibition, qui va effectivement être supprimée, mais c'est quand même passé par 2 amendements successifs à la Constitution américaine, est vraiment quelque chose d'horrible. Et moi, ce que j'ai adoré, par exemple, dans ces lettres, et ça nous rapproche de la diplomatie culturelle et de la littérature vue sous un autre angle, il raconte qu'il fait le tour des alliances françaises aux États-Unis, dans sa voiture, avec, devinez ce qu'il a dans son coffre, il a des bouteilles de vin, en pleine prohibition. Et il raconte ça très, très content. Mais c'était l'époque où les ambassadeurs faisaient des discours effectivement extraordinaires, lui à New York ou dans les grandes villes américaines. Alors moi, j'ai abordé aussi le lien entre littérature et diplomatie par certaines de mes fonctions. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Et moi aussi, je vais, si vous le voulez bien, on va être plusieurs à parler de la Russie ce soir. J'ai été conseiller culturel à Moscou au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Et j'ai eu cette expérience extraordinaire avec Imka Press, qui est rue de la Montagne Sainte-Geneviève, et Nikita Struve, pour ne pas le nommer, le regretté Nikita Struve, de ramener dans les provinces russes tous les ouvrages que l'Union soviétique avait interdits. Que ce soit de la littérature religieuse, de la littérature philosophique, de la littérature des poèmes. Et ça, c'était extraordinaire. Et là, j'ai vu le pouvoir de cette action qu'on peut avoir en travaillant avec la littérature. Et ça m'a fait penser, bien sûr, à l'archipel du Goulag, qui a été sorti d'Union soviétique par une femme qui s'appelle Assia Dourov, qui travaillait à l'époque, bien avant moi, au service culturel de l'ambassade de France à Moscou. Et donc, il y a aussi des aventures qui font que la littérature et la diplomatie sont intimement liées. J'ai eu la chance également de diriger la coopération française, y compris culturelle. Et donc là, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Pour moi, il y a une personne qui incarne ceci. Certains l'ont connu peut-être. Il s'appelle Yves Mabin. C'est une personnalité qui a régné pendant 30 ans sur toute la coopération en matière de littérature de la France à l'étranger. On lui doit à peu près tout.
les bourses Stendhal, les programmes d'aide à la publication, comme le programme du nom de Pouchkine, qui permet de financer avec des toutes petites sommes des traductions d'ouvrages français en russe, par exemple. Ça existe dans le monde entier. Et donc, pour moi, ce lien, il est très fort. Parce que la littérature, tout ce qu'a dit Sylvie, par exemple, dans le cas de la compréhension de la Russie, c'est quelque chose qui est très important. Bien sûr, dans le cadre d'une coopération, du soft power, de la coopération culturelle, mais le lien est plus étroit même avec la diplomatie. Et ce sont ces expériences que j'ai vécues et qui m'ont vraiment enrichi et qui ont enrichi mon travail diplomatique. Et votre conversion à la diplomatie, vous avez mentionné effectivement un profil qui était plutôt, enfin, pas le plus linéaire pour arriver effectivement à cela. Est-ce que c'est fait aussi en partant de l'histoire, de la littérature ? En fait, ça se fait à partir de deux choses, l'histoire et les langues étrangères. La passion de l'histoire, la passion des langues. Ce qui n'occultait pas la passion des maths, bien sûr, n'est-ce pas ? Peut-être vous pouvez rappeler un livre ou une chose qui vous a accompagné cette... Un livre, je ne sais pas, peut-être des livres de voyage, justement, oui. Custine, par exemple. Custine. C'est un livre qui m'a beaucoup frappé. Des livres de voyageurs qui ont découvert, pour le public français, Tocqueville aussi, d'une certaine manière, qui ont découvert au XIXe siècle le roi Beaulieu, les grands auteurs qui ont permis à un certain public français de découvrir la jeune République américaine, l'Empire des Tsars. Ils m'ont toujours fasciné. Il a été beaucoup question de Russie et il a été donc aussi question de la qualité des télégrammes de Pierre Lévy. Donc évidemment, on a envie d'en savoir plus. Est-ce que, d'ailleurs, c'est une question, est-ce que le fait est-ce qu'à l'intérieur disons, du monde des ambassadeurs, on reconnaît à quelqu'un une capacité d'écriture supérieure et donc on lit plus, au fond, ce qu'il produit à cause de ça? Comment vous-même, vous avez changé en fait aussi de style, parce que vous êtes passé du télégramme au livre? Je suis d'abord très heureux d'être là avec mes collègues et amis ce soir, effectivement. C'est un format exceptionnel, en tous les cas, pour nous. Et je suis très reconnaissant aussi au Grand Continent d'avoir ce titre, faire œuvre de diplomatie. Parce que ce n'est pas un exercice sur le métier de diplomate. C'est un vrai métier, d'ailleurs, contrairement à ce que certains pensent. Mais c'est beaucoup plus large. Et ça, je crois que ça reflète très bien l'essence même de ce métier et la part personnelle que nous mettons dedans, l'investissement. En tous les cas, pour moi, l'investissement était considérable. C'est un livre très personnel. Et la part aussi de désinvestissement. Il faut aussi y penser. Vous êtes dans un pays, vous restez 3, 4, 5 ans, c'est finalement assez court. Vous avez accès à beaucoup de gens. Si vous voulez voir tel artiste, tel écrivain, vous y allez. Même dans des conditions très difficiles qui étaient celles que j'ai vécues. Vous pouvez voyager. Et puis, en même temps, c'est un métier dans lequel, je crois, pour rester sur cette dimension personnelle, pour bien l'exercer, il faut aimer les gens et les choses. Je crois qu'il faut être curieux, il faut être boulimique de contact. Moi, un des grosses difficultés quand on est à ce niveau de responsabilité, c'est l'agenda. Alors on me dit, monsieur l'ambassadeur, il faut faire ça parce que votre prédécesseur y allait tout le temps. Voilà. On a tous vécu ça. On reçoit plein d'invitations. Et moi, j'étais a priori sceptique. Et j'allais parfois dans des événements. On me disait, mais monsieur l'ambassadeur, jamais votre prédécesseur n'y est allé. Voilà. J'y allais et puis j'étais comme un chasseur d'or, un chercheur d'or. Et j'avais un tamis. Je passais 3 heures à m'embêter. Mais finalement, je sortais avec 1 ou 2 contacts intéressants. C'est ça le métier, c'est ça l'essence du métier. Alors après, il y a tout le substrat. Il y a des gens, parce que je reconnais bien la part d'abstraction dans ce métier, qui peut ne pas aller à certaines personnes, mais il faut bien évidemment aimer l'histoire, et puis surtout le récit de l'histoire. C'est pas exactement la même chose, la manipulation par le politique, la géographie.
Et puis, je trouve qu'il y a un contraste entre ce qu'est le métier, c'est-à-dire un métier aussi de représentation, être le bon degré d'être confit, comme disait Stendhal aussi, c'est-à-dire certaines personnes, certains collègues, y compris des plus jeunes. Moi, j'ai entendu des choses que je préfère ne pas répéter ce soir. Les paroles sont... Le temps est compté, donc il vaut mieux dire des choses intéressantes. Mais essayez. Mais des gens qui se laissent un peu dévorer, submerger par le rôle, alors qu'effectivement, on est dans un rôle de représentation. Ça, c'est très, très important. Il faut faire attention où on met les pieds, qui l'on voit. Mais en même temps, il faut aussi rester soi-même pour ne pas être justement gainé, enfermé. Ça, je crois que c'est important. Et puis ensuite, il y a bien évidemment, j'aurais peut-être dû commencer par là, l'importance du mot, du verbe, de la ponctuation, l'orthographe, je n'en parle pas, mais dans la correspondance, parce qu'on le sait très bien, on rédige un accord de cessez-le-feu, on rédige un traité, une résolution du Conseil de sécurité n'a pas la même signification s'il y a une virgule ou pas. Donc ça, c'est très très important. Et puis, je crois qu'il faut vraiment faire très bien combiner deux aspects dans ce métier. La part de l'imaginaire, qui est très forte, parce que servir la France, servir l'Europe, c'est pas rien, en tous les cas pour un diplomate français. On est perçu comme tel par les autres, avec souvent beaucoup d'attentes, souvent aussi beaucoup d'énervement. Et puis, deuxièmement, la nécessité d'être opérationnel. Je dis un peu la même chose que mes collègues qui disaient il faut être clair, il faut être opérationnel. Et donc, comment être opérationnel en restant aussi soi-même avec un plaisir de l'écriture que j'ai moi aussi. Moi, je fonctionne différemment. J'écris, j'aime beaucoup, j'écris, puis après, je laisse reposer. Vous voyez, comme une pâte à tarte, et puis je reviens un jour après ou 2 jours après, je reprends les choses, et sans doute le plus angoissant, il y a un moment de s'arrêter d'écrire. C'est d'ailleurs la même chose que l'on ressent quand on écrit un télégramme. Il y a une échéance, et puis on se dit, mais si demain, il y a encore un truc différent qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'essayais, Gérard parlait de sujet-verbe complément, il y a aussi sujet-verbe compliment dans la rédaction diplomatique. En d'autres termes, comme disait Paul Cambon, je crois, les diplomates s'arrangent souvent pour écrire d'une manière qui ne leur donnera pas tort. Voyez. Mais donc voilà, surtout avant les élections. Et donc, quand vous êtes dans des situations très très difficiles, est-ce qu'il va y avoir une attaque? Est-ce que le ministre doit venir pour signer tel contrat? Ou au contraire, le contrat va, événement que j'ai vécu en Pologne, ou est-ce que le président de la République doit venir parce qu'il y a un gros contrat et les Polonais continuent à nous dire vous en faites pas, ça va bien se passer, alors que vous ne sentez pas le truc. Hein. Enfin, j'emploie à dessein ce terme de sentir. Moi, souvent, en plaisantant, je disais à mes collaborateurs, vous êtes des diplomates truffiers. En d'autres termes, il faut sentir les choses. Chacun a sa manière de travailler, mais il y a une part d'intuition, tous les contacts que l'on peut avoir, ça joue, je crois beaucoup. Alors, concernant mes modèles, c'est très difficile parce que moi, je suis aussi, voilà, comme mes amis, mes collègues, imprégné de tout ça. Je lis certains grands auteurs, mais en ne pensant pas qu'ils sont diplomates. Alors là, le terrain russe est très, très fertile, hein, parce que Philippe parlait tout à l'heure de Custine, qui est vraiment la grande référence, mais il y a toute une série de littérature par rapport à Custine. Je pense à George Kennan, qui a écrit d'ailleurs un livre sur Custine, qui disait que c'était un très mauvais livre à son époque, c'est un très bon livre à l'époque de Staline. Mais je pense aussi à Courlonde, qui est moins connu, Robert Courlonde, qui a eu la chance, le président du Conseil a voulu le récompenser après ces années très difficiles à Moscou jusqu'en 1938-39, il l'a nommé à Berlin. Bon. C'est lui qui a reçu la déclaration de guerre. Mais alors, je lisais quand j'étais à Moscou, c'était sidérant, là aussi, d'acuité et d'actualité. C'est lui qui dit, par exemple,
quand je vois un Russe qui regarde par la fenêtre, je ne sais pas s'il admire le paysage ou s'il a envie de sauter. Et donc, il y a cette part aussi de tragique. Et puis quand j'étais là-bas, en particulier dans des moments difficiles, je lisais ou je relisais en parallèle Madame Bovary et Anna Karénine. 2 portraits de femmes aussi qui sont, je crois, très intéressants, avec des descriptions exceptionnelles. Et donc, je crois que dans ce métier, il faut toujours trouver le bon équilibre entre la dimension personnelle et la dimension la dimension opérationnelle. Effectivement, je me souviens de cette note de service. Un télégramme diplomatique du secrétaire général n'est pas une œuvre littéraire. Il y a une réforme ce qui est très discutable aussi. Il y a eu une réforme de la correspondance diplomatique et le métier a changé considérablement. Moi, quand je suis arrivé au département, comme on dit, j'ai trouvé sur mon bureau un doigt en caoutchouc. Alors, c'était pas du tout l'affaire Epstein avant la date. Pardonnez-moi cette mauvaise blague. Mais j'ai demandé à quoi ça sert. On m'a dit c'est pour lire les télégrammes. Parce qu'effectivement, à l'époque, on recevait des piles. Il y avait des livraisons par les huissiers et on regardait plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, le métier, notre outil, il tient dans un portable avec la correspondance, tous les télégrammes, la possibilité de chiffrer. Le métier a considérablement changé, sans même parler aussi des messageries qui, en quelque sorte, tuent aussi, dans une certaine mesure, la correspondance et l'archivage. J'ai une question peut-être, parce que vous avez tous évoqué le rôle de la littérature. On pourrait même, sans doute, essayer de... Je fais un peu l'avocat du diable, mais se dire que la littérature est aussi un filtre par rapport à la capacité de comprendre le réel. Ça risque de projeter effectivement des représentations qui sont de notre temps, etc. Comment en fait on peut s'en servir d'une manière vous avez tout à fait raison. Moi, j'essayais justement par exemple, d'aimer la Russie à bonne distance, comme disent les psychanalystes. C'est-à-dire ni humour, ni humeur. D'ailleurs, en règle générale, dans l'international, dans notre métier, je trouve que c'est parfois difficile. Mais il faut justement trouver le bon équilibre. Moi, je pense, j'ai toujours en tête cet exemple, j'imagine qu'on en parlera, de Romain Gary. Parce que Romain Gary arrivait, et d'une manière tout à fait étonnante, à cloisonner, en fait. C'était quelqu'un, quand on regarde ses notations, on avait fait un colloque Romain Gary à Moscou, parce que chacun cherche à se l'approprier. Donc on a découvert qu'il a vécu dans un appartement avec sa maman. Et donc j'ai inauguré avant la guerre une plaque sur l'immeuble. Et c'était quelqu'un qui avait une très grande conscience professionnelle, qui était porte-parole de notre délégation à l'ONU au moment où la France était attaquée de toutes parts pour ses guerres coloniales. Avec un grand ambassadeur, je crois que c'était Opnaud. Et puis par ailleurs, il était écrivain avec sa fantaisie. Il pouvait aussi détonner par son apparence, par ses origines aussi, à une époque où, vous avez compris, un ambassadeur, je crois au Portugal, a dit en Grèce, pardon, je n'accepte pas la proposition du département de ce monsieur Katchev, dit Gary, parce qu'un Slave dans l'ambassade serait mal vu par les Grecs. Vous voyez, bon, il y a quelques images comme ça, mais il a été heureusement beaucoup appuyé par des grands diplomates. Et donc c'est très important, je trouve, de ne pas se renier soi-même, parce que je crois que l'échantillon ce soir montre qu'on a investi beaucoup dans tout ça, et je crois que c'est important. Et puis en même temps de rester opérationnel. Voilà ce qui va se passer, voilà ce que je pense, surtout dans des conditions extrêmes que certains d'entre nous, que beaucoup d'entre nous ont vécu dans nos postes. C'est un thème, je pense, qui a traversé vos quatre positionnements. C'est effectivement cette double dimension. Vous avez tous eu des responsabilités éminentes. Vous avez dû représenter. Et quand on représente, on perd aussi le contact avec le soi et l'écriture. En fait, vous avez lu des textes que vous avez dû signer, que vous n'avez pas écrit vous-même. Vous avez dû prononcer des discours que vous n'avez pas écrits vous-même. Ce qui m'intéresse au fond, c'est dans ce deuxième tour de table, c'est de revenir un peu à cette thématique qui est le personnel.
Au fond, qu'est-ce qui fait dans votre œuvre de diplomate, qui fait œuvre de diplomate aujourd'hui, essayant de marquer quelque chose? Est-ce que c'est dans l'usage de certaines métaphores, de l'anecdote, du récit factuel? Est-ce que c'est la parabole historique? Comment vous faites, au fond, pour vous approprier le format d'expression? Moi, je pense, par exemple, pour commencer avec vous, Gérard Rowe, en fait, on trouve dans vos livres aussi parfois des interrogations qui sont très larges, presque métaphysiques. Dans l'Israël, la pièce de l'histoire, vous écrivez, par exemple, « La Shoah revêt pour moi une signification métaphysique. Elle nous impose de devoirs à l'égard du peuple juif, mais elle nous alerte sur ce qui est à nous et peut à tout moment s'exprimer, le mal. » Est-ce que c'est aussi par une limite que vous arrivez à dire et à pouvoir dire de manière plus personnelle et vous approprier de l'expression écrite? Tout d'abord, c'est difficile à en parler. Pour moi, l'expérience d'Israël a été pour moi une expérience absolument fondamentale. C'est parce que là, vous arrivez. J'ai été deux fois en poste en Israël. Hein. J'étais donc un jeune diplomate. Donc j'arrive en Israël, j'ai 26-27 ans. Naturellement, je sais ce qu'est le génocide. Et là, vous découvrez, nous sommes en 1980, il y a des survivants du génocide, et vous découvrez ce que ça veut dire en termes humains. Vous voyez, voilà, je vous parlez à un ami, et vous faites la maladresse, vous ne le faites qu'une fois, lui dire au fait où est tes grands-parents, et il vous répond le visage d'un seul coup fermé, je ne sais pas, mes grands-parents ont disparu en Ukraine. Et donc, vous êtes obligé de comprendre, au fond, justement, la Shoah. Qu'est-ce que c'est? Et ça a été pour moi un choc. Et puis, vous avez cette immense littérature israélienne, immense. Par exemple, Aaron Appelfeld, qui pour moi est un des plus grands écrivains que je connaisse, qui écrit de manière très transparente, et vous avez toujours l'impression que le malheur est là et que le malheur va tomber. Et c'est très très fort. Amos Oz aussi est un très grand écrivain. L'histoire d'amour et de ténèbres, une histoire d'amour et de ténèbres d'Amos Oz, d'une certaine manière, ça vous explique tout. D'ailleurs, je le cite dans mon livre Israël, le piège de l'histoire. Ça vous explique au fond même le conflit, ça vous explique absolument tout. Donc là, Israël a été, surtout quand je suis allé comme jeune diplomate, il est difficile de garder son quant à soi. Alors il m'arrivait de temps en temps, parce que vous savez, Israël est un pays un peu obsessionnel, donc c'est midi, matin et soir, le conflit, la Shoah, enfin c'est un pays vraiment qui demande beaucoup, et surtout quand vous êtes un Français, hein, parce que c'est quand même pas facile d'être diplomate français en Israël. Donc de temps en temps, je me rappelle, je rentrais chez moi et je disais, moi, j'en ai assez, et j'avais décidé de relire, et j'ai relu tout Balzac. J'ai relu tout Balzac pendant mon premier séjour en Israël en disant, voilà, je ne veux plus entendre parler. En quelle édition Comment ? En quelle édition? Et donc voilà, je ne voulais plus, là, parce qu'il y avait quand même un combat pour essayer de garder mon quant à soi. J'étais un diplomate français. Et voilà, j'ai toujours gardé cette idée. Mais c'est vrai que nous pratiquons l'empathie. C'est-à-dire qu'il est impossible de ne pas comprendre, de pas comprendre la Russie, d'essayer de dire comment la Russie peut-elle en être venue là, comment on est obligé d'essayer de comprendre de l'intérieur, mais ça ne veut pas dire la sympathie. Voilà. Je peux comprendre, enfin maintenant ça devient de plus en plus difficile, mais je peux comprendre la politique israélienne, mais ça ne veut pas dire que je l'approuve. Mais vous devez essayer de vous mettre dans les chaussures de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois très excitant et très dangereux. Parce qu'honnêtement, le syndrome de Stockholm nous menace à tout moment. Hein, vraiment, et je connais quelques collègues qui ont succombé. Et moi, ça m'est sans doute arrivé de succomber. Comment on résiste, justement? Voilà, de garder, de vous dire, d'abord, vous êtes français. Alors ça vous aide beaucoup, parce qu'on a il faut bien dire, on a un quant à soi français assez fort. Donc, on est... et voilà, donc on a une certaine certitude de nous-mêmes qui est une limite, mais aussi un avantage. Donc, et comme je vous le disais, c'était m'enfoncer dans Balzac, et surtout être analytique.
Au fond, l'avantage aussi des Français, c'est d'être analytique, c'est-à-dire à un moment ou un autre, de repousser de côté les sentiments, les passions, les émotions, et d'essayer justement A implique B, implique C, et de dire, et la France, quel est l'intérêt de la France? Et donc, de vouloir à la fois pratiquer l'empathie, mais de savoir être sec, de savoir être analytique, de savoir dire « je suis désolé, mais votre émotion n'est pas mon émotion. C'est votre problème, ce n'est pas mon problème. Mon problème est quand même différent. Je suis quand même extérieur. » Il faut toujours rester, vous voyez, rester quand même à l'écart de la communauté que vous observez. Vous êtes aussi un observateur. Donc c'est un jeu où vous devez faire des allers-retours entre l'empathie, écouter, mais en même temps toujours garder votre quant à soi. Et la fiction ne vous a jamais tenté? Parce que là, effectivement, on a une œuvre très complète. Il manque peut-être... Moi, j'appartiens à une génération, à 20 ans, tout le monde voulait être écrivain. Je corrigeais à 20 ans le premier roman de mon meilleur ami pendant mes vacances. Mais je n'ai pas d'imagination. Et donc c'est pour ça que j'écris. Voilà, mon prochain livre sera sur l'arrivée, la marche vers la guerre de 14. Donc voilà, j'ai pas d'imagination et j'ai un imaginaire très 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 plat. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait l'ENA. Hein, donc vraiment. Non, il n'y aura pas de roman et mon éditeur est soulagé. C'est une question qui nous a été suggérée effectivement pour sonder effectivement le risque éditorial. Sylvie Bermann, là aussi, la même question. Comment on fait pour avoir cette part de personnalité? Et aussi, ça m'intéresse, est-ce que la tentation de l'écriture fictionnelle, en tout cas du récit, est quelque chose qui traverse? On voit dans votre manière d'écrire que l'histoire joue un rôle très important et que vous êtes aussi très attentive à ce qu'on pourrait dire de la longue durée, à des tableaux qui partent de très loin. Est-ce que vous êtes aussi intéressé, au fond, à peut-être quelque chose qui soit plus macro, l'histoire très précise de quelque chose, d'une personne, une biographie à suivre? Oui, tout à fait. Quand j'interviens comme mes collègues et amis souvent à la télévision, et quand vous parlez un peu d'histoire, on vous dit oui, mais aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça a commencé hier, avant-hier, et je pense que c'est très important de comprendre ça dans la durée. L'histoire, c'est très compliqué. On a l'impression que c'est factuel, mais c'est tout sauf factuel. Elle est écrite par les vainqueurs. C'est en fait très, très subjectif. Et il y a un dicton en Russie, c'est le passé de la Russie est imprévisible. Et c'est tout à fait vrai. Et donc, il faut être conscient également de cela, mais c'est très important de comprendre effectivement ce qui vient du passé. Et mon dernier livre, c'est pas des mémoires, parce que j'avais pas la mémoire de la période de Catherine II. Donc, j'ai dû effectivement me replonger dans l'histoire, remonter d'ailleurs à l'époque des Mongols, des grandes caravanes, et je trouve ça assez passionnant pour moi qui aime voyager, qui aime rêver. Bon, maintenant, vous me demandez si j'ai envie d'écrire des romans. Oui. Attention. Et je sais même ce que je veux écrire, mais je ne vous le dirai pas là, bien évidemment. Mais c'est lié quand même aussi à la Chine, la Russie, à l'exil. Et pourquoi vous sentez ce besoin, évidemment, sans dévoiler quoi que ce soit, mais pourquoi vous sentez ce besoin de passer à une autre forme d'expression? Mais en fait, c'est de ça que j'ai toujours rêvé. C'est-à-dire que je disais, quand on me demandait ce que vous voulez faire, et que je disais je voudrais écrire, en réalité, je voulais être écrivain. Et à l'époque, je n'osais pas le dire, parce que, effectivement, ça me paraissait hors de portée, prétentieux. Ça l'est peut-être toujours aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je continue, donc rasserrez-vous chez Talendier, à écrire des essais. Maintenant, sur la relation, d'abord, il y a une différence entre la relation à des peuples, à un pays et à une histoire, puis avec un régime. On peut aimer la Russie, on peut aimer les Russes sans soutenir le régime de Poutine ou l'invasion de l'Ukraine. C'est là qu'il y a une différence, et qu'il y a une différence qui est d'ailleurs pas toujours comprise. Et c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai en Chine aussi. C'est un régime de plus en plus dur, mais ce sont des gens passionnants, une histoire passionnante. Et on parlait tout à l'heure, c'est Philippe qui en parlait, de ce lien avec la littérature. Il y a un livre très intéressant qui est Balzac et la petite tailleuse chinoise.
Et c'est l'époque de la révolution culturelle où tout ce qui était culturel, tout ce qui était occidental a été détruit avec violence. Donc il n'y avait plus de littérature, ni chinoise ni étrangère. Il n'y avait plus de musique classique, il n'y avait plus de musique traditionnelle. Et moi, j'ai connu la fin de la révolution culturelle parce que, et je l'ai raconté dans un mémoire, j'ai repiqué le riz dans les rizières à une époque où on envoyait les étudiants à la campagne se rééduquer auprès des paysans parce qu'on considérait que la culture devait être bannie. C'est pour ça que la révolution culturelle, c'est un oxymore absolu. Et que faisaient ces Chinois? Et beaucoup m'en ont parlé, aussi, d'autant plus que les Chinois sont très attachés à la culture. C'est une histoire mandarinale et où il faut justement apprécier le savoir. Et j'ai une amie chinoise qui disait qu'ils avaient pleuré quand ils ont appris que les universités étaient rouvertes, qu'ils ont travaillé jour et nuit. Une autre me disait que sa grand-mère était allée l'inscrire au collège alors qu'elle avait les pieds bandés et que c'était à des dizaines de kilomètres. Je veux dire, c'est très émouvant cela. Et donc on peut avoir une sympathie effectivement pour un peuple, pour des gens et pour un pays, et puis avoir la distance par rapport à un régime. C'est aussi ce que disait Gérard Roux, au fond, oui, c'est une forme d'équilibre entre la capacité de se projeter et en même temps gardant cette forme de distance. Comment vous-même vous avez essayé de résoudre cette... Je pense que c'est en fait assez intuitif, mais en même temps par rapport à ce que pensent les Russes, à ce que pensent beaucoup de Russes. Par exemple, il y a un livre qui est absolument passionnant, c'est le livre de Svetlana Alexeyevitch qu'on a traduit en français par La fin de l'homme rouge. Et qui permet aujourd'hui de comprendre pourquoi beaucoup de Russes de cette génération soutiennent Poutine. Parce qu'ils ont vu la perte d'un pays, la perte de repères, la perte de la population. Et tous ceux qui ont vécu en Russie le savent bien. Et très souvent, ce qui revient, c'est « nous étions un grand pays ». Et donc, ça explique aussi beaucoup de choses. En même temps, c'est Svetlana Alexeyevitch qui raconte Tchernobyl, la supplication, et je trouve que c'est absolument passionnant. Donc ça, il faut aussi le comprendre, mais ça ne veut pas dire justifier un acte postérieur. Même si on peut comprendre pourquoi on est arrivé là, mais on ne peut pas justifier ensuite ce qui s'est passé. Est-ce que vous irez jusqu'au point de dire que la compréhension est une manière pour mieux résister éventuellement, que c'est à peine un présupposé de... Je pense qu'il faut comprendre, poser le bon diagnostic avant de formuler une position, aussi bien vis-à-vis des interlocuteurs en Russie. Moi, je me souviens la première fois que j'ai parlé de l'annexion de la Crimée à un gouverneur de Saint-Pétersbourg. Ça a pris 3/4 d'heure parce qu'il a commencé à répondre et à vouloir justifier l'annexion. Donc, on comprend ce qu'il pense, mais on a nos positions. Je veux dire, quand on part en poste, on a des réunions d'instruction et on a une lettre d'instruction du ministre, donc on sait dans quel cadre on se situe. Philippe Etienne, j'invite aussi de prolonger la même question. Comment on fait pour articuler cette synthèse entre un esprit de géométrie, un esprit de finesse, quelque chose qui permet en même temps de comprendre très analytiquement, et en même temps aussi parfois de projeter peut-être une forme plus personnelle qui permet de reprendre le contrôle du récit. D'abord, les 3/4 d'heure du gouverneur, ça me rappelle quand je me trouvais à Moscou avec Vladislav Surkov et que je m'occupais au sein du groupe Normandie de l'Ukraine. Dans ce pays, il y a des longs fleuves, y compris d'ailleurs quand on rencontre le président Poutine. Moi, je crois que j'adhère complètement à cette idée qu'il faut de l'empathie, comme l'a dit Gérard, et qu'il faut aussi savoir, non pas la mesurer, parce que l'empathie, ça ne se mesure pas forcément, mais il faut savoir rester dans son rôle où on représente la France. Mais pour répondre à la question que vous posiez, Sylvie, oui, justement, cette empathie, ça aide, y compris quand on n'est pas d'accord, et peut-être encore plus quand on n'est pas d'accord. Moi, je me sens beaucoup plus... comment dire, je ne vais pas dire à l'aise parce qu'il ne s'agit pas d'être à l'aise, mais quand on me demande d'expliquer les crimes du régime russe actuel, ou les commenter, moi je dis souvent, mais moi je connais ce peuple, j'ai vécu en plus la période de l'humiliation.
J'ai vécu à Moscou entre 91 et 94. Je suis arrivé 3 mois avant la chute de l'Union soviétique. J'ai vu des amis scientifiques. J'étais chargé des échanges culturels. J'allais au conservatoire de Tchaïkovski, qui n'avait plus d'électricité, et où on avait des jeunes boursiers quand même qui venaient de France, des violoncellistes, des violonistes, parce que ça restait la meilleure école, le meilleur conservatoire supérieur de musique dans le monde. Donc quand on a vécu ça, on aime ces gens. Et en même temps, quelque part, on se sent d'autant plus à l'aise pour dire que c'est pas ça la Russie. Enfin, c'est une partie de la Russie, malgré tout, quand même. Donc voilà. Mais oui, moi j'ai vécu des moments très très forts où cette empathie et cette émotion, je devais vraiment la combiner avec un rôle très précis, comme dit Gérard, une obligation d'analyse, mais aussi des choses très, très, très compliquées en matière de sécurité nationale. Typiquement, c'est ce que je décris, les affaires d'otages, par exemple, que j'ai eu à traiter quand j'étais directeur de cabinet du ministre, où... avant, en directeur adjoint de cabinet, je raconte ce voyage en Algérie où on rencontre, après avoir été sur la tombe des moines de Tibérine, l'évêque d'Oran qui va être assassiné le soir même. Je suis avec Hervé de Charette. Et quand il vous dit, quelques heures avant d'être tué, que les chrétiens veulent rester au contact des musulmans, c'est la décennie noire en Algérie. Où dans les prises d'otages, on a des contacts extrêmement forts avec les familles d'otages. Et en même temps, on doit leur expliquer, en étant en empathie avec elles, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc voilà, surtout dans les périodes de crise, il y a plein de circonstances où nous sommes dans cette situation. Et je voudrais donner... parce que moi, j'ai une particularité dans ma carrière. J'ai passé 13 ans à Bruxelles, à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Mes collègues ont tous fait l'Europe. Mais moi j'ai fait 13 ans à négocier des textes, et pas des textes de résolution, les textes dont on a parlé. Moi, j'ai négocié des textes de loi dans le domaine des transports, de la pollution, des affaires sociales, du droit alimentaire. J'ai fait la directive chocolat, j'ai fait le règlement sur les fusions d'entreprises, j'ai fait la vache folle. Et alors là, il y a une question d'écriture, et là, il y a une question d'empathie. Et c'est ce que j'ai voulu aussi écrire, parce que, d'ailleurs, j'ai retrouvé dans le dernier livre de Gérard sur les leçons de diplomatie, quand il décrit la négociation, les instructions qu'on va demander, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est exactement ça à Bruxelles aussi. Donc il y a ce travail pour orienter ces autorités vers la bonne... Mais après, on écrit les textes. C'est de l'écriture diplomatique très particulière à Bruxelles. On fait les lois dans tous les domaines possibles et imaginables, comme des experts du ministère de l'Agriculture à Paris. Et donc, elle est où l'empathie, là ? Eh bien, elle est là aussi. Moi, je me souviens de réunions où, par exemple, prenons la directive chocolat. C'était un truc extraordinairement passionnel. Simplement là, on n'est pas dans une empathie par rapport à un pays un autre pays où on est en poste, où on représente la France. On est tous sur le même plan, mettons 15 représentants, et on va négocier sur un truc qui est en fait hyper émotif. Le chocolat. Moi, je me souviens un jour au Conseil marché intérieur. Alors, c'était une présidence anglaise, donc vous imaginez, ils voulaient nous enfourner à une définition du chocolat absolument inacceptable. Et le commissaire allemand au marché... C'est ça que ça sert la France, quand même. Et la Belgique et les Pays-Bas. Et alors, le commissaire au marché intérieur, qui s'appelle Martin Bangemann, un type, un gros libéral allemand, enfin très, très sympa d'ailleurs, du Bade-Württemberg, un bon vivant, tout d'un coup, il pousse un cri du cœur et dit « Ah, mais moi, quand j'étais gamin, j'adorais le chocolat Cadbury !» Quelle horreur. Oui, monsieur. Et donc, Lieberman veut ajouter un mot sur le chocolat. Alors d'abord, bravo pour cette directive, parce que j'aime le vrai chocolat. Ah ouais, mais après, on l'a défendu, oui, on l'a défendu. Mais à l'époque, je soutenais effectivement cette ligne. Mais justement, il y a un livre de Jonathan McCaw qui s'appelle, je crois, Middlebury, et qui est la ville de Cadbury, où il y a l'usine Cadbury. Oui. Et lui m'a dit,
En fait, toute ma vie, moi, j'ai mangé Mais des bien sûr. Cadbury, et pour moi, le chocolat, c'est ça. Mais c'est comme aux États-Unis, en Pennsylvanie, je ne sais pas si vous y avez été, il y a la ville de Hershey, du nom de celui qui a inventé le chocolat au lait. Et pour les Américains, le chocolat, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans ces négociations européennes, et ça, c'est pour moi très très important de l'expliquer, parce qu'on a tellement l'impression que cette construction européenne, c'est lointain, c'est technocratique, et c'est vrai que c'est compliqué, objectivement. C'est en fait, on se bagarre, et parfois on se met un peu, on se fâche, quoi. Mais on fait semblant de se fâcher, parce qu'un bon négociateur, quand il se met en colère, il maîtrise sa colère. Et moi, ça m'est arrivé. Et pour finir, par rapport à la première question Peut-être juste sur ce point-là, posez- aussi, j'aimerais bien vous poser la question de la fiction, parce que là vous avez donné envie de manger une histoire de chocolat écrite Oui, par oui. Philippe Etienne. Mais pas seulement, hein. On avait d'autres directives. Oui, mais c'est là, il faut l'écrire, une histoire vraie. Oui, je fais une allusion, mais j'ai envie. Moi, si j'écrivais, mais Jean-Christophe Ruffin a pris le créneau. Ce serait un peu comme ces aventures du consul Aurel. D'abord parce que j'ai ambassadeur en Roumanie, j'adore ce personnage français, consul d'origine roumaine, mais aussi parce que c'est ça que j'aimerais. Non, en fait, ce que j'aimerais continuer à écrire, madame, messieurs, c'est plutôt sur l'interculturel, c'est-à-dire le franco-allemand et le franco-américain. Ça, il y a vraiment des trucs incroyables que j'ai découverts. Et pour finir, oui, il faut des anecdotes. Et pour donner l'exemple d'un livre de quelqu'un d'autre qui est ici présent, Sylvie dans L'Ours et le Dragon, moi, le truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est Khrouchtchev reçu par Mao Zedong et qui le met en maillot de bain à la piscine à Pékin. Je veux dire, ce sont des anecdotes comme ça qui permettent de comprendre, en fait. Et moi, j'ai essayé d'en mettre un maximum aussi, qui permettent vraiment de comprendre. En une anecdote, vous racontez tout, en fait. Et là, en l'occurrence, la complexité des relations entre la Russie soviétique et la Chine. Donc oui, il faut des anecdotes, il faut des portraits, et ça incarne énormément, ça raconte, on comprend tout en une seule anecdote. Le problème, c'est qu'on n'ose pas mettre les anecdotes que nous pourrions mettre sur nos dirigeants politiques. Parce que là, je peux vous dire que nous en avons des histoires à raconter sur nos dirigeants politiques en voyage officiel. Mais est-ce que là, il n'y a pas au fond des œuvres posthumes L'art de l'anecdote, Pierre Lévy, il y a quelque chose qui est très frappant dans votre livre. En fait, une des choses qui peut-être vous différencie, c'est que vous racontez une histoire qui est très chaude. Enfin, vous avez vécu un moment qui est toujours en train de se déployer, qui se déploie avec une forme tragique évidente. Donc peut-être plus que l'anecdote, on voit l'art du moment. Les pages absolument magnifiques après la mort de Navalny, ses funérailles. Est-ce que là aussi, vous avez eu un peu une tentation d'utiliser, on le voit dans votre écriture, ce n'est pas uniquement factuel, c'est quelque chose aussi dans lequel vous vous importez un peu plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui travaille chez vous du domaine non pas de l'acte fictif ou fictionnel, mais en tout cas littéraire qui joue ? D'abord, je crois que j'essaye de bien montrer en fait la double temporalité de travail diplomatique. C'est-à-dire on est vraiment dans le temps long, et il suffit de voir les itinéraires de chacun de nous. Israël 2 fois, Philippe en Russie, Sylvie, enfin on se suit tous dans ces circuits-là. Donc c'est le temps long, parce qu'il faut avoir de la mémoire, il faut travailler sur l'histoire, le récit de l'histoire, le ressentiment, toutes les frustrations de l'histoire, tout ça. Et puis, il y a le temps court de la crise. Vous êtes là à prendre une décision, il y a des preneurs d'otages, est-ce que le ministre vient ou pas, comment est-ce qu'on essaye de trouver une solution. Donc, en permanence, vous êtes sur ces deux registres. Vous voyez, il ne faut pas que l'un bouffe l'autre. Ça, je crois, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, bien évidemment, pour en venir, combiner à la fois des événements très forts que j'ai vécus et puis la question sur la fiction ou pas. Moi, j'ai vécu presque 5 ans
dans un système, sur une planète dans laquelle, finalement, la réalité est une option parmi d'autres. Et donc, quand vous vivez certaines situations, pour prendre l'exemple de Navalny et de Prigojine, par exemple, vous êtes dans un système dans lequel les Russes n'essayent plus de donner une version convaincante pour expliquer, pour dégager leurs responsabilités, mais ils essayent en fait de faire ce que j'appelle le dazzle, vous savez, comme quand il y a des prototypes de voitures qui circulent avec un camouflage pour qu'on ne puisse pas identifier la silhouette. Donc, pour tout brouiller. Donc, il y a eu Prigojine, et nous, on croyait vraiment que Prigojine arrivait le soir à Moscou. Hein. On peut maintenant dire tout ça était bidon, tout. Pas du tout. On a mis tout le monde en alerte, voilà. Et puis après, on a fait un retexte, comme disent les militaires, très très rigoureux, pour nous préparer à la prochaine explosion. Mais je regardais tout ça avec mes collaborateurs et on se demandait mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce que c'était un vrai coup de force ? Est-ce que c'était pas monté de toutes pièces ? Est-ce que c'était pas une manipulation de Prigojine ou de militaires par rapport à Prigojine? Enfin, vous êtes dans un système qui vous rend fou. Enfin, qui vous rend fou. On n'était pas fou, mais qui, à un moment, vous avez le tournis et vous essayez de... Voilà, à un moment, il faut expliquer à Paris notre analyse de ce qui s'est passé. Même chose avec Navalny. Il y avait la manière dont il a été empoisonné au départ. Maintenant aussi, les travaux très, très forts de certaines ONG qui arrivent à retracer, à dire voilà, il y avait 3 officiers du FSB sur ce vol, on a retrouvé leur passeport et tout, c'est extraordinaire. Tous ces gens-là, on les voyait, on était en contact avec pas mal d'entre eux. Et donc vous êtes dans cette situation, et puis aussi des moments où quand j'étais à l'enterrement de Gorbatchev, je suis passé dans la maison des syndicats et puis devant son corps. Puis, les Russes, à la mode russe, on expose le corps dans le cercueil. C'est quand même quelque chose. Et puis après, je me suis retrouvé à côté de Muratov, le prix Nobel de la paix, qui dirigeait le cortège. On était l'un à côté de l'autre. Et puis, j'ai mis à mon tour une pelletée de terre sur son cercueil. Je peux vous dire, je pensais tout de suite à ce que j'avais vécu dans les années 90, à la dislocation de l'URSS. C'est des moments... j'avais eu la chance, si j'ose dire, d'être en République tchèque au moment de la mort de Václav Havel. Aussi, c'était des moments quand même qui comptent, hein, parce que tout de suite, on est imprégné d'histoire, on repense à tout ça. Et donc, pour en venir à votre question, fiction ou pas, la prochaine œuvre, moi, je suis tenté d'un côté de continuer à écrire un essai, et en particulier qui serait en prise sur les enjeux qui nous attendent en 2027, parce que je pense que c'est une élection très importante dans laquelle les enjeux internationaux vont sans doute occuper une place plus grande qu'on ne le pense, là, en particulier à moins que ton indice soit très rapide, je pense voilà. que le rendu, le manuscrit doit arriver vite. Et puis, non mais il faut, voilà, tout ça, j'ai des choses en tête, il faut que je branche l'imprimante. Et puis, mais d'un autre côté, la fiction me tente aussi, parce que moi je lis beaucoup plus d'ailleurs d'essais que de fiction, mais je n'aime pas du tout la science-fiction, mais je lis beaucoup tout ce qui est lié au passé. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'imaginaire dans le passé, et c'est pour ça sans doute qu'un de mes auteurs préférés est Modiano, parce que je trouve qu'il y a une profondeur, et donc j'ai envie d'écrire quelque chose qui soit autour de cela. C'est très dur de sortir de la Russie aussi, parce que ça vous marque beaucoup. Je ne suis pas un post-traumatique traumatisé, mais en tous les cas, je pense que c'est une problématique qui va rester, et puis qui nous renvoie à nous-mêmes. Et pour terminer, je reviens, je ne peux pas m'empêcher de revenir à la dimension européenne que, heureusement, Philippe a évoqué, parce qu'on en parlait assez peu. C'est effectivement un type particulier de négociation. Moi, je vibre en entendant parler du Coreper 1, pardon, ces propos de secte, mais tout ça... C'est la directive chocolat. Voilà, exactement. Mais j'ai été directeur de l'Union européenne à un moment où tout nous tombait sur la tête, les terroristes, les migrants, enfin voilà, la crise de l'euro. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est une autre dimension fondamentale de notre travail, parce qu'en quelque sorte, les enjeux intérieurs sont externalisés. En d'autres termes, on négocie
notre modèle social, on négocie notre modèle de croissance, des sujets comme, je me souviens à l'époque, ça nous prenait la tête, comme on dit, comme diraient les jeunes, la directive sur le détachement des travailleurs, qui avait pris une ampleur, vous savez, le plombier polonais, qui avait pris une ampleur, tout était ramené à ça. Et il ne faut pas oublier, nous, diplomates, on pense que nos grands chefs, ils pensent au monde, à la politique étrangère, à la projection de la France. Ils pensent d'abord à la politique intérieure. Voilà. Et on le voit bien dans une certaine mesure avec ce que fait Trump. Mais c'est la même chose chez nous aussi. Hein. Et ces paramètres sont très très importants. Et ce n'est pas évident pour nous de nous situer par rapport à ça et de comprendre cette dimension. Avant de Du point de vue anecdotique. Ah ben voilà, c'est ma question, elle portait sur ça. Vous avez tous un art de l'anecdote qu'on retrouve dans vos livres. Et donc j'aimerais bien, avant d'ouvrir la parole à la salle, j'aimerais bien vous demander au fond de raconter ou de sélectionner une anecdote qui vous semble aujourd'hui particulièrement parlante pour parler de sujets qui nous réunissent ce soir, en fait, faire œuvre de diplomate. Est-ce qu'il y aurait une anecdote qui vous parle, qui vous semble être parfaitement saisissante? Vous parliez d'anecdotes, Gérard Roux. Non, mais les anecdotes, j'ai déjà oublié d'ailleurs. La vieillesse est un naufrage, il faut bien dire. Non, moi j'ai négocié, hein, j'ai été sous-directeur du marché intérieur, donc je sais ce que c'est l'Europe, et j'ai passé des nuits à négocier pour savoir si les machines à laver, on devait les ouvrir au-dessus ou devant. Car figurez-vous que les Français ouvrent au-dessus et les Allemands, c'était devant. Et vous aviez là derrière de gros intérêts. Eh bien, figurez-vous quelle a été la solution que nous avons adoptée. On peut faire les deux. Voilà. Mais ça m'a coûté quand même pas mal je dois avouer, pas mal de nuits. Deuxième, alors c'est cela, je voulais rebondir sur ce que dire. Nos hommes politiques, soyons clairs, lorsqu'ils sont en voyage, ne pensent qu'à la politique intérieure. Un des grands avantages des ambassadeurs, c'est que vous passez 1 heure, 1 heure et demie seul dans la voiture avec le président de la République, le ministre, enfin, selon le niveau du visiteur. Et il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils commencent une grande conversation sur la politique intérieure. Ou alors là, ils se déchaînent, il faut bien dire, aux dépens en général de leurs collègues. Mais là, on veut une anecdote. On veut une petite anecdote, Gérard. C'est pas possible. Là, vraiment, c'est juste quelque chose. Non, mais j'en ai une. Attendez, là, il va sortir. Non, il faut pas sauver Gérard. Je laisse le temps à Gérard de réfléchir. Mais en fait, la presse dite diplomatique, c'est-à-dire celle qui accompagne le président de la République dans ses différents voyages, même au bout du monde, ne s'intéresse qu'à la politique intérieure. Et quand il y a une conférence de presse à l'issue d'une rencontre, ça porte sur la politique intérieure. Moi, j'avais assisté quand je suis arrivée à Londres, au sommet de l'OTAN à Cardiff. Donc, c'était le moment d'ailleurs où on avait un objectif qui était de monter jusqu'à 2% du PIB pour les dépenses en matière de défense. Quelles ont été les questions posées à ce moment-là à François Hollande ? Eh bien, c'était sur Madame Trier-Weiler et le livre qu'elle venait de publier, Merci pour ce moment. Et les journalistes français n'ont posé que ces questions-là, alors que les journalistes britanniques posaient des questions sur l'OTAN. Je vais me mouiller un peu plus parce que moi, ça me rappelle un épisode que j'ai connu quand j'étais ambassadeur à Berlin. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères était Laurent Fabius. Et Laurent Fabius, que j'ai connu d'ailleurs ici, puisque c'était mon professeur d'économie politique à Rudulm, c'est lui qui a créé cet enseignement, on était très jeunes à l'époque, a vraiment négocié l'accord de Paris sur le climat. Et le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur le climat est à Bonn. Et donc l'accord de Paris de décembre, de la COP21 de décembre 2015, en fait, avait été préparé par une série de négociations au secrétaire de la Convention climat des Nations Unies à Bonn. Et donc il venait de temps en temps, et même si moi j'étais à Berlin, j'allais l'accueillir à Bonn. Et donc, il faut savoir que dans le gouvernement, le ministre de l'Environnement, c'était Ségolène Royal. Et Ségolène Royal, qui est une camarade de promotion, puisque j'appartiens à la fameuse promotion Voltaire avec Ségolène Royal, François Hollande et quelques autres, Dominique de Villepin. Et donc,
crois que c'est là où je me mouille un peu, mais nous sommes entre nous. Les relations entre les deux n'étaient pas tout à fait excellentes. Et moi, je me souviens, donc là, on est entre la politique intérieure et quand même les affaires, parce que c'est une grande question. Laurent Fabius était quand même là. Et je me souviens d'un article, un jour où Laurent Fabius venait à Bonn, d'un article paru dans Le Monde par Ségolène Royal, qui était quand même plutôt... Enfin, bon, je me souviens pas trop de l'article, je veux pas être tout à fait injuste, mais je crois que c'était plutôt pour dire un certain scepticisme sur l'efficacité du multilatéralisme pour résoudre la question du climat. Et c'était quand même très, très drôle, quelque part, de voir ces deux ministres que je connaissais très bien et à distance. Et ça arrive très souvent. Moi, je me souviens aussi de quand on a nommé Pierre Vimon premier secrétaire général du nouveau service européen d'action extérieure, un ministre venant et disant très fort, bon, on va nommer Pierre Vimon, alors qu'en fait, justement, il ne fallait pas trop en parler. On vit dans cette... Nous, les diplomates, les ambassadeurs, on a aussi à tenir compte de ces circonstances intérieures. Mais pardon, mais là, il y a un peu d'interrogation. Mais là où je voudrais quand même dire que tous les ministres français ne sont pas du tout du même style, moi je citerai quand même Jean-Yves Le Drian, que j'ai connu comme ministre de la Défense pendant 5 ans, quand j'étais représentant permanent. Je l'ai vu arriver avant même de devenir ministre de la Défense. Il anticipait déjà la Serval. Et ensuite 5 ans ministre des Affaires étrangères. Là, franchement, chapeau. Mais moi, alors, je vais... vous avez l'anecdote, quand même. Alors, c'est un président de la République dont je ne donnerai pas le nom, et qui est... mais vous avez deviné, hein. Son conseiller diplomatique avait eu la très mauvaise idée d'accepter une invitation dans un dîner à New York où il y avait 26 chefs d'État et de gouvernement pour parler du réchauffement climatique. Et donc en plus, chaque président avait droit à 2 minutes de parler 2 minutes. Donc on avait notre président, entre le président des Maldives et le président du Burundi, qui devait parler 2 minutes. Je trouvais que c'était suicidaire, mais... Bon, le conseiller diplomatique l'avait décidé. Au milieu du dîner, le président sort... Et là, nous sommes l'ambassadeur, moi, l'ambassadeur, puis le conseiller diplomatique. Et là, le président dit « Alors vous, les diplomates, vous êtes nuls. Jamais plus je vous écouterai. » Puis il rentre pendant le dîner. Et vous avez le conseiller diplomatique qui avait une caractéristique où il n'y avait jamais un cheveu bougé. Et donc, il me regarde, le conseiller diplomatique, il me dit « Ce n'est pas toujours facile. » C'était l'effondrement. Il s'effondrait devant moi. Le café n'était pas encore arrivé que le président sort, notre président sort et part en courant. Donc il part en courant et donc qu'est-ce que nous faisons? Nous le suivons en courant avec en plus le colonel et les codes nucléaires. On part en courant et on arrive pour l'endroit pour les cortèges. Et là il était de plus en plus comme ça. Donc moi, sentant l'explosion nucléaire, je me retire. Arrive le cortège chinois, le cortège des Maldives. Alors là, explosion, le président sort sur la première avenue à New York, et j'ajoute qu'au moment de l'Assemblée générale, la première avenue est fermée. Et donc vous êtes au milieu de la première avenue, de nuit, avec le président qui crie « Taxi, taxi !» entouré par le FBI, avec l'ambassadeur, le conseiller diplomatique, et le colonel et les codes nucléaires. C'est un grand moment. Mais Dieu existe, je sais qu'il y a des sceptiques chez vous, Dieu existe, et donc c'est le cortège français qui arrive. Et là, en général, ce président-là, il avait explosé, mais après, il avait un peu honte d'avoir explosé, parce qu'au fond, il n'est pas méchant. Et donc, il se tourne vers le conseiller diplomatique, il lui dit « Mais mon cher Jean-David, vous venez montez. C'est volontaire. Montez avec moi. » Et donc, il monte, et le cortège part. Et qu'est-ce que le cortège part? Qu'est-ce qu'il part? Il part en laissant l'ambassadeur au milieu de la première avenue. En fait, ma question, c'est pourquoi vous n'écrivez pas de politique intérieure? Parce que là, on comprend en fait qu'un ambassadeur est en réalité un vrai expert de politique intérieure. Je ferme ma parenthèse. Oui, moi peut-être avec ce président, j'ai des situations un peu comparables, mais
Gérard en a déjà parlé. Non. Mais dans ces cas-là, il y a un procédé psychologique. On se projette le lendemain, tout de suite. Voilà. Tout va très bien se passer. Vous êtes là au bord de la route. Tout s'effondre. Voilà. Bon. Mais moi, j'ai deux anecdotes. J'essaye de trouver des exemples qui aient un sens pour notre débat. Premièrement, très souvent, comme d'ailleurs mes collègues, j'imagine, je me suis retrouvé après des réunions ou avant dans la voiture avec le président ou le ministre, et tout de suite, le président sort de réunion et c'est bon, il appelle chez lui. Comment ça va, ma chérie? Est-ce que le plombier est passé? Non, mais ça vous fait rire. Tout ça pour dire... Non, mais ce sont des êtres humains. Et je trouve ce qui est fascinant dans notre métier, c'est le contraste entre l'individu, l'homme ou la femme, ses humeurs, sa capacité de séduction, d'attraction, son intelligence, et la machine. Parce que il y a une machine diplomatique, en tous les cas. Le Quai d'Orsay en est certainement une. On est là, il y a plein de gens très intelligents, on processe de l'information, on fait des beaux dossiers, souvent qui ne sont pas lus, mais je le disais tout à l'heure, c'est un métier un peu régressif. Vous voyez, on écrit, on fait de belles notes, et puis on attend d'avoir la récompense. Et puis, in fine, vous avez une fiche comme ça, A4, comme on dit, que le conseiller diplomatique a fait, et la personne se retrouve seule dans une négociation ou face aux autres avec son humeur, il ou elle a mal aux dents, a mal dormi, voilà. Bon. Et ça c'est fascinant et on voit bien la dimension personnelle aujourd'hui encore plus, c'est de tout temps, mais là encore plus, regardez Trump, Zelensky, Macron, le bureau ovale, Poutine. C'est fascinant, je trouve, hein, et ça, à la fois, ça montre les limites de la machine, et puis c'est l'humain. Voilà, on contrôle pas tout. Voilà. Alors, une autre anecdote, rapidement, c'est la Russie. J'ai vécu un moment très très dur qui m'était jamais arrivé en plus de 40 ans de carrière, c'est l'expulsion de mes collaborateurs, les persona non grata, parce que les Russes, nous, on a expulsé des diplomates russes qui n'avaient de diplomate que le nom, qui avaient d'autres tâches, et les Russes ont répondu. Et donc, c'était le supplice chinois. On attendait, les ambassadeurs européens étaient convoqués les uns après les autres. Au total, il y a eu près de 600 expulsions. Et donc, parfois même, on appelait un ambassadeur, et puis il attendait dans l'antichambre au ministère des Affaires étrangères, puis on disait « Ah ben, je suis désolé, c'est pas aujourd'hui ». Voilà, donc c'était vraiment épouvantable. Et puis, mon heure arrive. Vous imaginez l'ambiance dans l'ambassade parce que tout le monde attendait. Et donc on me montre, on m'a dit venez seul, on me montre la liste des 40 personnes. Dans ces cas-là, vous ne négociez pas et heureusement vous ne les choisissez pas. Et puis je cite le cas d'une collaboratrice qui venait d'accoucher. Et à ce moment-là, le directeur du protocole se lève, sort de son bureau et revient avec une boîte de chocolat. Ça avait quelque chose de surréaliste. Hein. Je me demandais, est-ce qu'il se moque de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le prends? Je ne le prends pas. Et puis, on continue. Et c'était un ciblage qui avait été fait par les services, c'est-à-dire mes militaires, les gens qui s'occupent de communication, pour mettre en cause le fonctionnement de l'ambassade, voyez. Et puis c'est vraiment très dur. Hein. J'ai vu des collaborateurs qui pleuraient en partant, d'autres moins nombreux qui étaient satisfaits de partir parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et puis tout d'un coup, ils se lèvent à nouveau. Alors je me dis, mais que se passe-t-il? J'étais là, enfin c'était une ambiance assez tendue. Il revient avec une autre boîte de chocolat. Et il dit, cela était à l'alcool, ce n'est pas bon pour une femme qui vient d'accoucher. Et je me demandais, encore une fois, qu'est-ce que je devais faire. Et je crois que c'est, dans une certaine mesure, enfin vous connaissez la Russie, c'est aussi ce côté à la fois brutal et sentimental. Vous voyez, et il faut aussi comprendre tout ça et là aussi à chaque fois savoir comment réagir par rapport à ça. On a une nouvelle anecdote. Non, nous faisions le tour du monde pour négocier avec l'Iran sur le nucléaire iranien. Et donc on se retrouve à Shanghai et avec mon collègue russe, le soir, on se promène tous les deux et
Ce qui est quand même assez formidable avec nos collègues russes, c'est qu'en général, on peut parler littérature, on peut parler musique. Et à un moment, je lui dis, oui, c'est vrai quand même que l'histoire de la Russie au XXe siècle a été épouvantablement sanglante. Et il se tourne vers moi, il me dit, mais Gérard, c'est toute l'histoire de la Russie qui est sanglante. Et elle le sera toujours. Alors moi, j'ai une anecdote, toujours avec les ambassadeurs russes. Je suis rappelé, pour l'affaire des sous-marins australiens, je suis le seul ambassadeur de France rappelé dans l'histoire des relations franco-américaines. Et quand je rentre... Pour le moment, peut-être. Pour l'instant, mais bon... j'ai pas dit que les futurs ne le seraient pas. Et je rentre et je suis reçu par tout le monde. Alors, des gens qui ne me recevaient jamais, le secrétaire de la Défense, le secrétaire d'État, enfin, ils me recevaient rarement, disons. La directrice des services de renseignement. Et je vais voir Anatoly Antonov, qui était, à l'époque, on avait le droit de parler aux ambassadeurs aussi, il était sous sanction européenne. Et je lui dis, voilà, je viens vous voir, etc. Et lui avait été rappelé pour consultation aussi. D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, hein, il y a eu un moment sous Biden, les ambassadeurs Sullivan et Antonov ont été rappelés. Et là, il me dit tout d'un coup, mais c'est vraiment pas juste, parce que moi, quand je suis revenu, personne ne voulait me recevoir. Bon, je pense que ça pourrait continuer longtemps et en fait, en réalité, ce serait intéressant que ce soit le cas. Au fond, oui, on en a encore plein. Hein. Mais vous savez que les maximes de La Rochefoucauld, on a gardé seulement la phrase finale, mais c'était effectivement des histoires comme ça, c'est des anecdotes très situées qui finissaient avec une leçon morale. Donc peut-être c'est une des voies pour essayer de ouvrage collectif. Les prochains ouvrages chez Talendier. Nous avons encore une vingtaine de minutes, donc je vous propose, puisque c'est un peu un format exceptionnel, d'ouvrir la discussion. J'en profite d'ailleurs pour signaler, parce que je vois au premier rang, on n'a pas que des ambassadeurs chez Talendier, on a aussi des amis de la revue, comme Marc Semo, qui publie La Géopolitique. Donc je vous propose effectivement de prendre la parole. Vous savez, Umberto Eco disait qu'une question est une phrase courte avec un point d'interrogation à la fin. Et c'est dans cette définition-là de la question, je pense qu'on va essayer de rester pour cette séance. Donc, on prend plusieurs phrases courtes avec un point d'interrogation à la fin. Bonsoir, merci de votre présence et de vos témoignages. Je veux revenir sur l'anecdote d'ambassadeur, c'est qu'en fait, on n'a pas parlé d'un format qui est le format de journal. Et je voulais savoir si vous aviez dans votre littérature, Madame l'ambassadrice a parlé de Morand, et Morand a publié des journaux qui étaient très intéressants. J'ai aussi le souvenir d'un journal qui m'avait beaucoup plu, qui était celui de Maisky, l'ambassadeur soviétique à Londres. Est-ce que vous auriez des recommandations de lecture de journaux d'ambassadeurs ou des correspondances voilà. On prend peut-être plusieurs questions, comme ça Il faut, si vous prenez la parole... Bonsoir. Ma question s'adresse à tous les quatre. Quelles seraient pour vous les qualités d'un futur diplomate dans un monde qui est dans un tel bouleversement? Voilà, quels sont les éléments de continuité, mais aussi les éléments nouveaux et les qualités d'un futur diplomate? Oui, moi j'ai une question. J'ai relu les deux livres des ambassadeurs qui étaient à Berlin dans les années 30 jusqu'en 39. Et la question que je pose, c'est comment nos politiques ont fait autant d'erreurs dans cette période et comment... C'est mon livre. Nous étions seuls. Oui, je l'ai lu 2 fois, donc... Voilà. Et l'autre question, c'est comment l'Occident... Cette question ne s'adresse pas à Gérard Roux, donc on comprend, ça s'adresse à tous les autres. Comment on a été aussi aveugle vis-à-vis de Poutine? Comment avez-vous, non pas transmis, mais comment nos politiques ont été aussi... Est-ce qu'une dernière question? Là, il y a peut-être...
On prend une dernière question. Oui, merci beaucoup, c'était formidable. Et j'aimerais aussi le lien avec, on parlait de Poutine, mais Xi Jinping, puisqu'on a un peu parlé de la Chine. Un peu. Donc effectivement, on a un autre livre dont on parlera. Peut-être Gérard Araud, si vous voulez commencer, vous répondez à toutes les questions ou aux questions que vous souhaitez d'une façon un peu succincte. Allez, on fait très rapidement. Moi, et de nouveau, nous aurons sans doute des réponses différentes sur la question Poutine. Moi, c'est très intéressant, je pense, parce que je me suis posé la question pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'était la veille du 24 février 2022. J'étais sur un plateau télévisé. On m'a dit, mais est-ce que la Russie va envahir l'Ukraine? Et j'ai répondu, évidemment, non. Et ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est ensuite de m'analyser moi-même, de dire, mais pourquoi? Alors que tout était là, hein, tous les éléments étaient là, l'histoire, le passé de Poutine, ce qu'il avait dit, la Russie, enfin, on pouvait... Et je pense que dans mon cas, mais ce n'était pas seulement mon cas, je crois, c'était largement impossible de concevoir la guerre sur le continent européen. Que nous avions conclu qu'on avait franchi ce stade, que la guerre était une sorte d'archaïsme, et que voilà, c'était pas possible. On ne pouvait pas imaginer une guerre finalement telle qu'on en faisait au XIXe siècle. Hein. C'est Obama qui dit Poutine fait des guerres du XIXe siècle avec des armes du XXe siècle au XXIe siècle. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris ma propre incompréhension. Les mémoires d'ambassadeurs, il y en a beaucoup. Et en ce moment, j'en lis beaucoup parce que, en particulier, avant la guerre de 14, il y a eu beaucoup de mémoires d'ambassadeurs, beaucoup plus qu'on ne le pense. Je les retrouve dans les vieilles bibliothèques, et c'est vraiment, et ça peut être très intéressant. Vous avez Paléologue, l'ambassadeur qui était à Saint-Pétersbourg en 14. Vous l'avez dit, vous avez François Poncet avec ses 2 ambassades à Berlin puis à Rome. Coulondre avec son ambassade à la fois à Moscou puis ensuite à Berlin. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est de les lire, et vous avez quand même, les mémoires que j'ai préfacées, les mémoires de Vladimir d'Ormesson, ambassadeur au Saint-Siège en 1940. Qui est absolument extraordinaire, parce que là, vous avez un ambassadeur, alors Vladimir d'Ormesson, c'est Sacristie et Château, qui est l'ambassadeur face à Pie XII. Et là, vous avez, au fond, la réponse à la question. La réponse aux questions que certains se sont posées sur l'attitude de l'Église catholique, et de Pie XII en particulier, face à Hitler. Et c'est vraiment tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, la famille a mis 60 ans avant d'accepter de les publier, hein, parce que le jugement que porte Vladimir d'Ormesson, catholique intransigeant, face à Pie XII, est passionnant. Donc tous ces mémoires sont vraiment très, très intéressants. Et en plus, on constate qu'à l'époque, les gens savaient écrire. En plus, ce qui est aussi, il faut bien dire, un avantage. Et quand vous lisez les mémoires d'un ambassadeur, est-ce que vous êtes comme un musicien qui écoute un autre musicien et dit « Ah, il y a une faute ». Est-ce que ça marche de ce sens-là ? Non, c'est... En général, en ce moment, comme je travaille sur une période que je connais maintenant très bien, je vois bien lorsque l'ambassadeur essaye de cacher quelque chose ou essaye de... Par exemple, dans l'histoire, il y a une vraie question, c'est qu'a fait Paléologue, notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg, en juillet 14 ? Qu'est-ce qu'il a vraiment dit aux Russes? Parce que la France avait toujours refusé de faire la guerre avec la Russie pour un sujet balkanique. En 14, c'est la Serbie. Alors, qu'a-t-il dit? Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les télégrammes ont disparu. Poincaré est à Saint-Pétersbourg le 23 juillet. Les télégrammes ont disparu au Quai d'Orsay. Nous ne savons pas ce qu'il a dit, mais nous avons les télégrammes des Anglais. Voyez, enfin bon, vous voyez, j'essaye de vous être mon prochain livre. Sylvie Berman. Oui, en 3 mots pour les qualités des ambassadeurs. Donc l'empathie, naturellement, reste essentielle. Je pense qu'il y a autre chose aujourd'hui où le monde est en train de changer et où il y a une émergence du Sud global, même si on a tendance à dire dans nos gouvernements que ça n'existe pas. Un jour, quelqu'un a fait une remarque assez amusante en disant « c'est pas parce qu'ils n'existent pas qu'il ne faut pas leur parler ». Et donc il y a cette absence d'arrogance.
Moi, j'en étais pas consciente quand j'étais étudiante. Mon premier poste, c'était à Hong Kong. Le deuxième jour, je rencontre ma collègue allemande qui était francophone et qui me parle de l'arrogance française avec un petit sourire. Je comprenais pas de quoi elle parlait. Mais je peux vous dire que pendant les 40 ans où j'ai été diplomate, j'ai parfaitement compris ce qu'était l'arrogance française. Donc il faut bannir cela. Il fallait déjà le bannir, mais encore plus aujourd'hui. Et ensuite, le réalisme, c'est-à-dire qu'il faut voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on souhaite qu'il soit. Mais je n'ai pas fini, je vais répondre sur les journaux, mais rapidement, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je trouve ça assez passionnant, ces journaux d'ambassadeurs ou de diplomates. Vous avez évoqué Morand, j'ai adoré le journal d'un attaché d'ambassade, même s'il ne faisait pas grand-chose, à vrai dire. Mais il rencontrait Proust, il rencontrait tous les écrivains, les musiciens, les ballets russes, etc. Mais c'est un très, très, très grand écrivain. Il se trouve que j'étais au salon du livre de Nîmes, et quelqu'un est venu donc acheter mon livre et m'a dit, mais vous savez, mon grand-père ou mon arrière-grand-père, je ne sais pas, était diplomate à Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, ma grand-mère me rappelait les bals de Saint-Pétersbourg. Et il me dit, mais il a écrit un livre et je vais vous le donner. Donc c'était le livre qui a été écrit juste avant Paléologue. Et c'est effectivement toujours passionnant. Bompard, absolument. Et c'est très intéressant parce que c'est toujours, je veux dire, c'est des choses dont on a perdu la mémoire ou on ne l'a pas. Et comme il y a une question quand même sur... oui, alors d'abord, pourquoi on n'a pas vu ? Mais parce que c'était totalement déraisonnable. Ce que voulait Poutine, bon, il avait une obsession ukrainienne, c'est très clair, mais il voulait restaurer le rang de la Russie. Et en réalité, il y était arrivé. Et donc, ça paraissait totalement à contretemps. J'ai été médiatrice de l'OSCE et j'étais en Ukraine 3 semaines avant la guerre. J'ai passé la dernière semaine du mois de janvier. Toutes les questions qu'on posait à tous les Ukrainiens qu'on a rencontrés, y compris les proches de Zelensky, c'est: est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une guerre massive contre l'Ukraine ? Et tous ont dit, mais sûrement pas, y compris le ministre de la Défense, qui était Reznikov et qui a été notre homologue dans les accords de Minsk, et il nous a dit bien sûr que non. Donc quand tous les Ukrainiens que vous rencontrez, des proches de Zelensky, mais également des ONG, Zelensky lui-même qui était furieux de ce que disaient les Américains en disant c'est alarmiste et ça dissuade les investisseurs et les touristes. Et moi, c'était les proches de Zelensky que je voyais. Donc à partir du moment où eux n'y croyaient pas, c'était effectivement difficile de l'imaginer. Sur le lien, bon, je passe très très rapidement, Xi Jinping-Poutine, j'ai tout un chapitre dans mon livre L'ours et le dragon, justement, sur le sujet. C'est des hommes de la même génération qui ont tous vécu, bon, chacun dans leur pays, mais l'humiliation, alors ils l'ont vécu, bon, comme Poutine, c'est les années 90 dont a parlé Philippe tout à l'heure. La Chine, c'est le siècle de l'humiliation, c'est plus ancien, c'est 1849, enfin 1842, c'est-à-dire les guerres de l'opium, 1949, la fondation de la République populaire de Chine, et cette envie de revanche contre l'Occident et d'avoir un monde multipolaire, parce que comme le disait Primakov, qui a été un peu l'architecte de la diplomatie russe, eh bien, dans un pays, en tout cas pour la Russie, qui s'affaiblit, qui n'est plus la deuxième superpuissance, bah elle a plus d'avantages à être dans un monde multipolaire. Et effectivement, c'est un monde qui sera un monde dédollarisé, sans que les règles qui ont été fondées par la superpuissance américaine, la fin de l'histoire de Fukuyama, etc., dominent le monde. Donc ils veulent effectivement ce nouveau monde. Alors évidemment, c'est des régimes hyper autoritaires qui le sont de plus en plus. Et chacun inspire l'autre, parce que par exemple, quand j'étais en Russie, l'Internet était complètement libre. En Chine, il était complètement contrôlé. Et les Russes, évidemment, se sont inspirés des Chinois pour essayer alors non seulement de contrôler l'Internet, mais même de supprimer Telegram. Ils n'y arrivent pas en même temps. Les Chinois sont sûrement meilleurs sur le plan technologique que ne sont les Russes aujourd'hui. Mais il y a plein d'exemples croisés. Et d'ailleurs, si Poutine
a décidé de changer la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2036, c'est s'inspirant de Xi Jinping qui est revenu sur les règles de 2 mandats successifs de 5 ans qui avaient été fondés par Deng Xiaoping. Donc il y a beaucoup, beaucoup de rapports entre les deux, même si les deux populations n'ont pas un amour débordant l'une pour l'autre. Philippe Etienne. Alors, d'abord les mémoires. Je vais citer 2 noms qui ont été cités. Moi, j'étais ambassadeur de France à Berlin. L'ambassade de France à Berlin a été reconstruite par Christian de Porzampar, exactement comme l'ancienne ambassade. Et moi, je relisais, en regardant la Pariser Platz et le port de Brandebourg, le journal de François Poncet, qui décrit la montée du nazisme et les marches au flambeau la nuit. C'est quelque chose absolument d'incroyable. Et je vous conseille de lire ce... Et puis j'ai aussi été à Bucarest, et donc Paul Morand, c'est l'amoureux de la Roumanie. Et donc j'ai aussi, malgré qu'il ait mal fini, entre guillemets, hein, mais enfin, j'ai aussi adoré son journal. Moi, je souscris à tout ce qui a été dit. Quand il y a des jeunes qui viennent me demander ce qu'il faut pour être un bon diplomate, je dis ça. En gros, il faut aimer la France, il faut s'intéresser aux autres. Mais s'intéresser aux autres à égalité, effectivement. Et puis, il y a des compétences nouvelles dont Sylvie et Gérard sont les meilleurs exemples. Il faut être un très bon communicant aussi. Il faut accepter ça, c'est de plus en plus vrai pour des ambassadeurs en poste. Puis voilà, il y a plein d'autres choses à dire. Et puis finalement, Poutine et Xi Jinping, moi, les 2 choses qui m'ont marqué, mais j'ai eu la chance de travailler comme conseiller diplomatique avec Emmanuel Macron. J'étais chargé du dialogue stratégique franco-chinois et j'ai organisé plusieurs visites, à commencer par le fameux sommet de Versailles avec Poutine. Sur Poutine, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que l'Ukraine, pour lui, c'est pas une affaire diplomatique, c'est pas une affaire internationale, c'est évident. Et donc, ça se voyait, je veux dire, et j'étais chargé de ces négociations du format Normandie. Et Xi Jinping, c'est le retour, évidemment, de la Chine au numéro 1 mondial, mais surtout sur le plan technologique. C'est ça qui m'a frappé dans tout ce que... Voilà, mais je raconte ces rencontres, donc je n'en dis pas plus, on n'a pas beaucoup de temps. Et surtout, il faut lire le livre. Et voilà, c'est ce que je voulais dire implicitement. Merci Gilles d'avoir explicité l'implicite, parce que quand même... Alors, tout d'abord, concernant les conseils de lecture, Gérard parlait de paléologue. Moi, je me souviens de ce qu'il écrivait aussi. Son livre est fascinant. En 1917, le département doit prendre en compte l'hypothèse d'un effondrement du régime du Tsar. Voilà. Et donc, effectivement, c'est fascinant de lire tout cela. Et j'ai deux conseils de lecture. Premièrement, les mémoires de l'ambassadeur d'Union soviétique au Royaume-Uni, Ivan Maïski. C'est extraordinaire, parce qu'il faut se rendre compte, d'abord, le contexte, vous le connaissez, de l'entre-deux-guerres, les alliances, qu'est-ce qui se passe, et puis on voit vraiment le travail diplomatique au quotidien, et puis c'est quelqu'un qui a réussi quand même une performance existentielle, parce qu'il était d'origine juive, il était très proche de Litvinov, qui ensuite a été éliminé au profit de Molotov, et finalement il a été arrêté en 1953, et puis en 1953, heureusement, Staline est mort, donc il a été, il s'en est tiré. Mais c'est passionnant, c'est vraiment absolument passionnant de voir... comment il avait une clairvoyance aussi, le travail auprès des élites locales, voilà. Et puis les dissensions au sein de l'élite, de l'establishment britannique aussi, hein, avec la politique d'apaisement. Puis la deuxième lecture, c'est le plus récente, c'est le journal de Roland de Margerie, qui chez Talandier. Et qui en quelque sorte est au ras des pâquerettes une autre version de L'étrange défaite de Marc Bloch. C'est-à-dire, vous voyez le désordre, l'effondrement, la comtesse de Porte, les luttes entre les militaires et les diplomates, toutes les manœuvres. Je pense par exemple à Dumoulin de la Barthette qui travaillait à l'ambassade de France à Madrid avec son ambassadeur Pétain, et il va voir discrètement Roland de Margerie, qui travaillait au cabinet de Paul Reynaud, qui lui dit, vous savez, je veux vous dire, il est totalement hors service, il dort au bureau, il fait absolument rien, c'est une catastrophe. Il se trouve qu'après, il sera chef de cabinet de Pétain quelques semaines plus tard. Donc c'est vraiment très très intéressant, très angoissant aussi, parce que vous voyez comment le système collapse
dans une situation extrême. Alors, pour en venir ensuite à l'autre question concernant les qualités, moi je ne répéterai pas ce qu'ont dit mes collègues, je suis totalement d'accord avec eux. Et puis c'est un très beau métier parce que vous faites des choses très différentes. Et puis c'est la paix ou la guerre. Hein. Ça paraît très théorique quand vous êtes dans un poste normal, mais quand vous êtes dans d'autres situations, vous le vivez intensément. Et moi je dirais, pour revenir à la dimension analytique, quand même que dans ce monde qui donne le vertige, je crois que ce qui est très important, c'est de faire la part des choses entre ce qui est nouveau et ce qui existe déjà, y compris en prenant en compte les effets d'accélération. Parce que moi, je me méfie tout de suite quand on parle de c'est un tournant, c'est une rupture. Certainement, il y a beaucoup d'éléments de ce type, mais je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir une approche rigoureuse intellectuellement. Alors après, tout ça est mis en forme par nos responsables politiques, hein, avec éventuellement une dimension de slogan qui s'éloigne de l'analyse. Mais je crois que c'est très très important dans un moment où les mots ont quand même une grande sont parfois terrifiants. On parle de guerre, de beaucoup d'autres choses, du retour de la guerre, du retour de la géopolitique. Tout ça n'est pas fondamentalement nouveau, mais je crois qu'on est quand même dans un référentiel très différent. Et puis dernier point, sur est-ce que nous nous sommes trompés, il y a tout un chapitre que je développe dans mon livre avec, je l'espère, une certaine lucidité. Mais je crois que quand on regarde la guerre, il ne faut pas penser que nous sommes passés de la lumière à la nuit le 24 février. Il y a eu une période de tension extrême. Et effectivement, quand on analysait cette montée qui existait depuis très très longtemps et que l'on vivait à Moscou, tous les éléments nous montraient que le choix d'une invasion à grande échelle était incohérent et n'était pas conforme aux moyens déployés par la Russie. J'ai vu un haut responsable russe au mois de janvier, dans une réception, on a pris 2 ou 3 verres de vodka, peut-être un peu plus, et je lui ai démontré que cette guerre était inutile. Je lui ai dit, l'Ukraine dans l'OTAN, c'est plus sur la table. Les accords de Minsk, tout ça, vous pouvez tout à fait jouer avec. C'est une construction qui peut vous être favorable. Vous bloquez en tous les cas, vous gelez le conflit. Hein. Et puis, on peut le dire maintenant. Voilà. Et puis, troisièmement, Zelensky, vous pouvez l'affaiblir ou faire pire. Donc, si vous faites la guerre, c'est inutile. Voilà. Il ne m'a pas contredit. Non, mais si, voilà. Si tu as fini, moi, j'ai une autre recommandation de lecture, c'est Tintin. C'est absolument extraordinaire, même si c'est pas Talandier qui le publie. Mais vous avez Tintin et le Lotus Bleu qui est extrêmement précis sur l'attaque des Japonais contre la Mandchourie. C'est d'une précision absolument extraordinaire, le départ de la SDN. Je vois qu'il y a une divergence avec Gérard Roux qui ne partage pas... Ah non, d'accord, pardon. Et j'ai relu, non avec la tête, c'est pour ça. Et j'ai relu Tintin chez les Soviets, et c'est très intéressant parce que, en fait, il y avait tous ces Chinois qui se sont retrouvés à travailler en Union soviétique au moment de la Révolution et qui ne savaient plus quoi faire et qui ont été utilisés par l'ancêtre du KGB, le Krana, pour torturer les gens. Et vous avez donc 4 images de Chinois en tenue Qing traditionnelle et avec ce qu'on appelle les tortures chinoises. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est au plus près de la réalité, ou en tout cas des émotions de l'époque. C'est ce qu'on retrouvait dans l'Illustration, par exemple. Et beaucoup de gens ne savent pas ça aujourd'hui. Si vous lisez Tintin, vous le retrouverez. Pierre faisait allusion aux mémoires de Roland de Margerie. Alors Roland de Margerie, directeur de cabinet, on disait chef de cabinet, mais directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères en 40. En 14, le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, c'est Pierre de Margerie, son père. Et moi, j'ai eu le fils comme ambassadeur, le fils de Roland de Margerie comme ambassadeur à Washington. Et il y a extraordinaire, c'est qu'un de nos collègues m'appelle, j'étais en train de lire le journal de Margerie en même temps que lui, et il me dit, est-ce que tu as remarqué ? Alors c'est le Quai d'Orsay de 1940. C'est hélas, nous ne sommes plus à ce niveau. Parce que Roland de Margerie raconte en disant, mais c'est la guerre, il dit, et donc
il dit, il faut que j'ai mon pactage, Et il dit, mais je suis en même temps, me dit-il, je travaille, je ne peux pas faire mon pactage. Donc, j'appelle Monsieur Jean chez Hermès, qui a toutes mes mensurations, pour qu'il me prépare mon pactage. Et ensuite, évidemment, c'est la mobilisation. Les restaurants sont fermés et sa famille, comme beaucoup de familles d'ailleurs, ont quitté Paris par peur des bombardements. Et il dit, et je n'ai pas d'autre solution, j'ai décidé de dîner tous les soirs au Ritz. Plus récent, pardon. Ce séminaire n'était pas assez français, merci d'ajouter cette couche, effectivement. Plus récent, un des directeurs politiques que nous avons tous connus, qui est à la retraite depuis longtemps, a dit moi j'appartiens plus finalement au 19e siècle qu'au 20e siècle. Et il part en mission à New York, et il y a un tout jeune diplomate qui vient de prendre ses fonctions, et on demandait à l'époque de faire des avances, alors pas le billet d'avion, mais l'hôtel ou autre. Et à ce moment-là, l'ambassadeur disait « Mais vous n'allez quand même pas me faire croire que ce jeune n'a que son salaire comme, comme argent pour vivre. » C'est dur. Cher ami, on est tellement mal payé qu'on est obligé de prendre sur sa fortune. Ça, quand je fais... Non, mais il faut arrêter. Non, mais arrêtons. Le monde a changé. Voilà, et heureusement. Enfin, aussi, voilà, il y a la sociologie du Quai d'Orsay. Justement, ça montre que le monde voilà. Je trouve que c'était à faire et je pense que c'est à refaire. Je pense qu'on a effectivement un format qui est très intéressant. Merci pour... Deux mots très rapides pour la suite. Donc là, vous avez vu, c'est un peu un prototype, mais on va organiser plus souvent des book clubs. Enfin, on n'a pas encore trouvé le bon mot. Est-ce que c'est cabinet de lecture? C'est peut-être un peu pédant, mais enfin, voilà. En fait, des rencontres autour de livres. Donc il se trouve que la semaine prochaine, toujours mercredi, on aura le plaisir d'accueillir Patrick Boucheron pour une lecture de son Peste Noire, de son magistral Peste Noire, avec entre autres Wajdi Mouavad et Guillaume Calafa. Enfin, vous trouvez sur le site la possibilité de vous inscrire à l'événement. Mardi prochain, pour ceux qui le souhaiteraient, on va parler du Moyen-Orient avec Pierre Aski, d'ailleurs, qui nous a fait l'amitié d'être ici dans la salle. Et encore une fois, si cette conversation vous laisse un peu sur votre faim malgré les 2 heures, en fait, il se trouve que les 4 ambassadeurs ont fait œuvre de diplomate et donc ils ont écrit des livres. Donc je vous invite effectivement à continuer cette conversation avec Gérard Haro, Sylvie Berman, Philippe Etienne et Pierre Lévy. Merci beaucoup.